J'ai emmené ma femme à une soirée. Elle est partie avec un autre homme parce qu'il est riche. Il m'a jeté un billet d'$1 et a dit « Je m'occuperai bien d'elle ce soir ». Le lendemain, ma femme infidèle a découvert que sa clé n'entrait plus dans la serrure, et son amant l'a appelé en hurlant. « Tu ne m'as pas dit que ton mari est. » Je m'appelle Darren Hall, j'ai 46 ans et je mène le genre de vie qui semble ennuyeuse sur le papier, mais qui est sacrément satisfaisante à vivre. Je suis propriétaire de Hall Custom Smoker, une entreprise basée au Tennessee qui se spécialise dans la transformation d'acier froid et sans vie en magnifiques fumoirs qui font pleurer de joie des hommes adultes. Nous ne parlons pas de ces petits barbecues au propane tristounets que vous achetez chez Castorama en prétendant être un pitmaster. Non, monsieur. Je construis le genre de fumoir qui pourrait passer pour des installations d'art moderne, si seulement l'art moderne servait à autre chose qu'à dérouter les gens dans les galeries. Ces monstres sont de véritables tanks, des monuments soudés sur mesure et conçus avec précision, dédiés à l'art sacré de la cuisson lente et à basse température. Je construis des fumoirs pour des gens qui croient sincèrement que la poitrine de bœuf n'est pas juste de la nourriture. C'est un choix de vie, une philosophie, peut-être même une religion si vous plissez très fort les yeux. J'ai de la graisse incrustée en permanence sous mes ongles qu'aucune quantité de ce savon fantaisie à la pierre ponce orange ne peut entièrement enlever. Et honnêtement, j'ai arrêté d'essayer. C'est comme une sorte de médaille d'honneur à ce stade, la preuve que je travaille vraiment pour gagner ma vie au lieu de simplement assister à des réunions sur des réunions. J'ai un prêt immobilier que j'ai remboursé avec 3 ans d'avance, ce qui, apparemment, fait de moi une sorte de licorne dans l'économie actuelle. J'ai 4 enfants qui oscillent entre me considérer comme un demi-génie et une source d'embarras total, selon que je répare leur voiture ou que j'essaie d'utiliser TikTok. Et jusqu'à il y a environ une semaine, je pensais sincèrement avoir ce qu'on pourrait appeler un mariage parfait, ou du moins le genre de mariage qui rendait assez bien sur les photos des cartes de vœux pour que personne ne pose de questions gênantes à l'église. Ma femme Miranda, enfin, je suppose que je devrais commencer à dire ma future ex-femme Miranda pour m'habituer au goût de ces mots, est belle de cette manière élégante et soignée qui fait que les autres femmes l'admirent et la détestent simultanément. L'ambition suinte de tous ses pores, le genre de dynamisme qui pourrait alimenter une petite ville si seulement on pouvait trouver comment la brancher au réseau électrique. Elle travaillait dans le marketing pour une entreprise de technologie dont le nom semblait avoir été généré par une IA en plein AVC, faisant quelque chose avec la synergie de marque, et elle, intégration verticale, que je n'ai jamais vraiment compris malgré ses 700 explications. Cette femme pourrait se sortir d'un vol à main armée par la parole. Elle convaincrait probablement le voleur d'investir dans une multipropriété pendant qu'elle y est, et il la remercierait pour l'opportunité. Elle avait cette façon de faire des saltos et des roues au mot jusqu'à ce que les gens soient d'accord avec tout ce qu'elle disait par pur épuisement. Je pensais que nous formions un couple logique, vous savez, comme le beurre de cacahuète et la confiture, ou le bourbon et les mauvaises décisions. Je m'occupais de la fumée et du feu, des choses tangibles que l'on pouvait toucher, sentir et goûter. Elle s'occupait des clients et des cocktails, de l'ascension sociale et des événements de réseautage qui me donnaient des démangeaisons. Je construisais des choses de mes mains dans un atelier qui sentait le métal et l'huile de moteur. Elle construisait des partenariats stratégiques dans des salles de conférences qui sentaient la moquette chère et les rêves brisés. Je pensais que nous nous équilibrions. Le col bleu qui gardait les pieds sur terre et la col blanc qui nous gardait classe. J'étais la substance. Elle était le style. Ensemble, nous étions censés être inarrêtables. Mon atelier est mon sanctuaire, mon havre de paix, le seul endroit sur Terre où tout a un sens. C'est un bâtiment métallique de 140 mètres carrés derrière notre maison. Pardon, ma maison maintenant. On y viendra. Il est rempli d'équipements de soudure, de tôles d'acier et de projets de fumoir à moitié finis à divers stades d'achèvement. Le sol en béton est taché par des décennies d'huile et d'étincelles. Et il y a une radio dans un coin qui ne passe que du rock classique parce que je ne vais pas soumettre mes outils électriques à du mumble rap. J'ai un établi plus vieux que mon aîné, couvert d'outils que j'ai collectionnés pendant 25 ans à me soucier vraiment de l'artisanat. Il y a quelque chose de profondément thérapeutique à prendre du métal brut et à le transformer en quelque chose de beau et de fonctionnel. Quelque chose qui me survivra et qui finira peut-être même comme un héritage familial, si mes enfants ne le mettent pas au clou pour s'acheter de la bière. Les enfants sont la seule partie de ce mariage qui a parfaitement réussi. Noah a 18 ans et va dans une école technique à l'automne, car il est assez intelligent pour réaliser qu'un diplôme de philosophie n'est qu'un moyen coûteux de finir gérant d'un Starbucks. Il a ma taille et les pommettes de sa mère, ce qui signifie qu'il va briser des cœurs et, je l'espère, quelques limitations de vitesse, de manière responsable. Les jumeaux, Marcus et Maya,
viennent d'avoir 15 ans et sont actuellement dans cette phase délicieuse où ils pensent que tout ce que je dis est stupide, jusqu'à ce qu'ils aient besoin d'argent ou d'un transport. Marcus veut devenir joueur professionnel, ce qui, je suis presque sûr, n'est pas un vrai métier, mais qui suis-je pour briser les rêves? Maya s'intéresse aux sciences de l'environnement et me fait la morale sur mon empreinte carbone tout en prenant des douches de 40 minutes. Et puis il y a Hazel, mon bébé de 12 ans, qui pense encore que j'ai décroché la lune et les étoiles. Et je redoute le jour où elle découvrira que je ne suis qu'un type très doué pour la soudure et les blagues de papa. Pendant des années, je suis allé aux événements de l'entreprise de Miranda, j'ai supporté les conversations futiles avec des gens dont l'idée du travail acharné était une formule Excel compliquée, et j'ai souri pendant qu'ils me demandaient ce que je faisais, vraiment, comme si construire des fumoirs sur mesure était une sorte de passe-temps que je pratiquais entre deux, vrais, emplois. Mais vers la 5e année de notre mariage, je suis devenu son plus zéro. Elle a cessé de m'inviter aux fêtes de fin d'année, aux séminaires d'entreprise, aux dîners de gala où tout le monde se félicitait mutuellement d'avoir fait le strict minimum. Elle disait que je ne correspondais pas à la culture, que mes blagues étaient trop, col bleu, que je mettais ses collègues mal à l'aise parce que je leur demandais d'expliquer ce qu'ils produisaient réellement, à part des présentations PowerPoint et des mots à la mode. Alors, je suis resté à la maison, j'ai travaillé sur mon entreprise, j'ai entraîné la petite ligue et je me suis convaincu que sa gêne à mon égard était en quelque sorte normale, peut-être même saine. Après tout, les contraires s'attirent, non? Jusqu'à mardi soir dernier, quand elle est entrée dans mon atelier où je finissais un fumoir décalé sur mesure pour un client d'Atlanta et a dit quelque chose qui a rendu ma torche à souder plus lourde qu'elle n'aurait dû. Tu dois venir à la fête de mon entreprise cette année. Pas, j'aimerais que tu viennes, ou, je veux que tu sois là. Elle a dit, tu dois, comme si j'étais un accessoire dont elle avait besoin pour compléter une image qu'elle peignait. Ce qui était étrange, cosmiquement étrange, suspicieusement étrange, car depuis 5 ans, j'étais spécifiquement non invité, persona non grata, le mari dont on ne doit pas prononcer le nom. Et quand votre femme veut soudainement que vous soyez à la fête dont elle vous a tenu éloigné pendant une demi-décennie, eh bien, ce n'est pas une invitation. C'est un signal d'alarme de la taille du Texas qui flotte au vent, peut-être même en feu. J'aurais dû savoir à ce moment-là que quelque chose brûlait, et ce n'était pas seulement la poitrine de bœuf. L'événement se tenait à l'hôtel Belgrave Grand, le genre d'établissement où ils ont un type dont le seul travail est de vous ouvrir les portes, comme si vous aviez soudainement oublié comment fonctionnent les poignets juste parce que vous portez des chaussures chères. Cet endroit suintait le genre de richesse qui vous donne envie de vérifier votre compte en banque juste pour vous assurer qu'il ne s'est pas suicidé de honte. Le hall avait des sols en marbre si brillants qu'on aurait probablement pu y pratiquer une intervention chirurgicale. Et il y avait des lustres en cristal suspendus au plafond qui coûtaient plus cher que mon premier camion, ce vieux Ford F qui m'a accompagné pendant mes 20 ans et m'a appris que le ruban adhésif est en effet une solution mécanique valable. Je portais mon plus beau costume, le gris anthracite que j'avais acheté pour l'enterrement de mon père il y a 3 ans et que je n'avais porté que 2 fois depuis, les 2 fois sous la contrainte. Il avait encore l'étiquette du pressing agrafée à la poche intérieure. Miranda avait insisté pour que je me fasse couper les cheveux, alors j'étais allé chez mon coiffeur habituel, un Vietnamien de 60 ans nommé Tommy, qui facturait 14 € et racontait les 3 mêmes blagues à chaque fois, au lieu du salon à 65 € qu'elle avait suggéré. Mes chaussures étaient cirées. Mon eau de Cologne était la bonne, celle de Noël d'il y a 2 ans. Et j'avais même taillé ma barbe en quelque chose qui ne criait pas, je vis dans une cabane et je fabrique de l'alcool de contrebande. J'étais présentable, bon sang. Même si je me sentais comme un ours qu'on aurait fourré dans un smoking pour un numéro de cirque. Miranda portait une robe rouge qui aurait pu provoquer des accidents de voiture. Peut-être même un carambolage monstre avec des morts. C'était le genre de robe qui donnait envie à toutes les autres femmes dans la pièce soit d'être elle, soit de la détruire, avec très peu de juste milieu. Le tissu l'enveloppait de manière à me rappeler pourquoi je l'avais épousée en premier lieu, à l'époque où j'avais 23 ans et où je pensais qu'être jolie et ambitieuse était la même chose qu'être une bonne personne. Ses talons étaient si hauts que j'étais sincèrement inquiet de sa capacité à fuir en cas d'urgence, mais elle marchait avec comme si elle était née sur des échasses. Elle avait passé 2 heures à se maquiller et à se coiffer, ce qui semblait excessif jusqu'à ce que nous entrions et que je réalise que tout le monde ici semblait tout droit sorti d'une publicité de magazine pour des choses que je ne pouvais pas me permettre et que je ne voulais pas. La salle de bal était bondée de collègues de Miranda, tous habillés comme s'ils assistaient aux Oscars plutôt qu'à une fête d'entreprise à Nashville. Il y avait un open bar servant des alcools de première qualité, ce qui expliquait pourquoi tout le monde semblait si enthousiaste d'être là. Des serveurs en nœud papillon glissaient avec des plateaux de petits fours qui ressemblaient à des projets artistiques.
Des petites tours de quelque chose sur autre chose, arrosées d'une troisième chose qui était probablement de l'huile de truffe, car les riches sont légalement tenus de mettre de l'huile de truffe sur tout. J'ai pris un verre, une sorte de whisky qui semblait coûter plus cher le centilitre que l'or, et j'ai fait de mon mieux pour ne rien casser de cher ou pour ne pas croiser le regard de quelqu'un qui voudrait discuter des résultats trimestriels ou de ce dont ces gens parlaient quand ils n'étaient pas au travail. Miranda s'est immédiatement transformée en son personnage de travail, ce qui était comme regarder Clark Kent devenir Superman, sauf qu'au lieu de combattre le crime, elle se battait pour le statut social. Elle riait plus fort, touchait davantage les bras des gens et utilisait des expressions comme « faire un point » et « faire bouger les lignes » sans la moindre trace d'ironie. Je me tenais à côté d'elle comme un meuble, souriant poliment pendant qu'elle me présentait à divers collègues dont j'oubliais les noms immédiatement après les avoir entendus. « Voici mon mari, Darren », disait-elle avec le même enthousiasme que l'on utiliserait pour présenter son comptable ou son podologue. Il construit des fumoirs. Et puis elle changeait rapidement de sujet, loin de moi, avant que quiconque puisse poser des questions de suivi, comme si j'étais un fait embarrassant qu'elle devait reconnaître mais sur lequel il ne fallait pas s'attarder. Je sirotais mon deuxième verre et j'envisageais sérieusement à quelle vitesse je pourrais simuler une urgence médicale quand il est apparu. Gavin Cross a surgi de la foule comme un méchant dans un film qui sait que la caméra est sur lui. Ce type était tout ce que je n'étais pas raffiné, lisse, le genre de beauté qui vient d'une bonne génétique et de meilleurs produits de soins pour la peau. Ses cheveux étaient parfaits, comme s'ils sortaient tout juste du tournage d'une publicité pour shampoing, pas un seul cheveu de travers malgré le fait que nous étions en décembre et que, statistiquement, quelqu'un dans la pièce aurait dû générer de l'électricité statique. Il avait un sourire probablement décrit comme « charmeur » sur son profil de rencontre, le genre de sourire qui vous donnait envie de le frapper avant même qu'il n'ouvre la bouche. Et il avait cette confiance particulière qui ne vient que du fait de n'avoir jamais eu à monter un meuble IKEA de sa vie, de ne jamais avoir lutté avec une clé Allen à 2 heures du matin en remettant en question toutes les décisions que vous avez jamais prises. Le visage entier de Miranda a changé quand elle l'a repéré. Je parle d'une transformation complète, comme si quelqu'un l'avait branchée sur une prise électrique et l'avait mise à fond. Elle s'est illuminée plus que notre sapin de Noël. Ses yeux pétillaient d'une manière qu'ils n'avaient certainement pas pétillé en me regardant récemment. Ils avaient cette connexion instantanée, cette familiarité confortable qui m'a fait un nœud à l'estomac, comme si je venais de passer une colline trop vite en voiture. Il riait de blagues internes, se chuchotait des commentaires qui n'étaient destinés à personne d'autre, et agissait généralement comme s'ils étaient les deux seules personnes dans la pièce. J'aurais tout aussi bien pu être une plante décorative, quelque chose de vert et d'ennuyeux dans un coin que personne ne remarque jusqu'à ce qu'elle meure et commence à sentir mauvais. Gavin a à peine reconnu mon existence pendant les 10 premières minutes. Il m'a serré la main avec le genre de poignet qui essayait trop de prouver quelque chose et a dit « Oh, vous êtes le mari », comme si j'étais un personnage mineur dont il avait entendu parler mais qu'il ne s'attendait pas à rencontrer. Puis il a reporté son attention sur Miranda, complimentant sa robe, ses cheveux, sa récente présentation qui avait apparemment tout déchiré, d'une manière que je ne comprenais pas et dont je me fichais. Il parlait de travail, de campagne et de stratégie, et d'un projet sur lequel il collaborait et qui nécessitait beaucoup de nuits tardives au bureau. Mon système d'alarme interne hurlait plus fort qu'un détecteur de fumée aux piles usées, mais je me suis dit que j'étais paranoïaque, peu sûr de moi, peut-être même jaloux sans raison. Puis c'est arrivé. Le moment qui allait tout changer. Le moment que je rejouerais dans ma tête 1 millier de fois au cours de la semaine suivante. Gavin s'est tourné vers moi avec ce sourire suffisant, a sorti son portefeuille avec le genre de confiance désinvolte qui me donnait envie de mettre le feu à quelque chose, et a fait glisser un unique billet d'$1 sur la table dans ma direction. Il a atterri juste devant mon verre, George Washington me regardant comme s'il était déçu de nous deux. Gavin s'est adossé à sa chaise, a drapé son bras nonchalamment près des épaules de Miranda sans tout à fait la toucher, ce qui rendait la chose encore pire, et a dit « Ne t'en fais pas, champion. Je vais bien m'occuper d'elle ce soir. » La table a éclaté de rire. Les collègues de Miranda, ces gens que je n'avais jamais rencontrés et que je ne reverrai probablement jamais, ont ri comme si c'était la chose la plus drôle qu'ils aient jamais entendue. Miranda elle-même a eu la décence d'avoir l'air embarrassée pendant une demi-seconde avant de se joindre à eux. Son rire se mêlant à celui de tous les autres, créant ce chœur de moquerie qui me faisait siffler les oreilles. Quelqu'un a dit « Oh mon Dieu, Gavin », sur ce ton que les gens utilisent quand ils pensent que quelque chose est inapproprié mais hilarant. Une autre personne, un type en costume qui coûtait probablement ce que je gagne en un mois, a frappé la table et a eu le souffle coupé comme s'il était en train de mourir. Je suis resté assis là pendant ce qui a semblé 1 heure,
mais qui était probablement 3 secondes, à regarder ma femme rire d'une blague sur un autre homme s'occupant d'elle, à regarder ses collègues me traiter comme si j'étais la chute d'une histoire dont ils étaient tous complices, sauf moi. Le billet d'$1 était là, sur la table, froissé et insultant, une représentation physique de ce que ce type pensait que je valais. La partie rationnelle de mon cerveau me hurlait de rester calme, de ne pas faire de scène, de me souvenir que les accusations de voies de fait coûtent cher et que mes enfants ont besoin de leurs fonds pour l'université. Mais il y a une limite à ce qu'un homme peut supporter avant que quelque chose à l'intérieur de lui ne se brise, comme un fil de tension trop tendu. J'ai ramassé ce billet d'$1, je l'ai plié soigneusement en 4 avec des mains étonnamment stables, compte tenu de la rage qui réaménageait actuellement mes organes internes, et j'ai regardé Gavin droit dans son visage suffisant et digne d'un coup de poing. « Merci », ai-je dit, ma voix calme et assez claire pour que les tables voisines se taisent. « C'est la compte pour vos futurs frais d'hôpital. » Le rire s'est éteint plus vite que mon respect pour ma femme. Le sourire de Gavin a vacillé une seconde avant qu'il ne se reprenne, essayant de faire comme si j'avais fait une blague au lieu d'une promesse. Le visage de Miranda est passé du pâle au rouge, changeant de couleur comme un feu de signalisation en pleine crise d'identité. Je pouvais sentir tous les yeux de notre section de la salle rivés sur moi. Je pouvais pratiquement entendre les moteurs des ragots se mettre en marche pour la conversation du lundi matin à la machine à café. Je me suis levé, j'ai boutonné ma veste de costume avec le genre de calme délibéré qui semblait probablement plus menaçant que n'importe quelle explosion de colère, et je suis sorti de cette salle de bal avant de commencer une seconde carrière dans les voies de fait graves. Derrière moi, j'ai entendu Miranda appeler mon nom, mais sa voix semblait lointaine et sans importance, comme une station de radio qui s'estompe quand on s'éloigne de la ville. J'ai donné mon ticket de voiturier au jeune à l'entrée, je lui ai donné un pourboire de 19 € parce qu'il avait l'air nerveux à cause de mon énergie, et je suis resté assis dans mon camion, moteur en marche, pendant 5 bonnes minutes avant de me sentir capable de conduire. Ce billet d'$1 était toujours dans ma poche, et j'avais l'impression qu'il me brûlait un trou dans mon costume. Miranda n'est pas rentrée cette nuit-là. Je le sais parce que je suis resté éveillé à surveiller l'allée comme un psychopathe dans un film de harceleur. Sauf qu'au lieu d'être flippant, j'étais juste un type qui réalisait lentement que son mariage était en train de tourner en rond dans le siphon, comme des cheveux dans une douche que personne ne se donne la peine de nettoyer. Je me suis assis dans mon atelier à 3 heures du matin, portant toujours le même pantalon de costume de la fête, mais avec un vieux t-shirt de Metallica remplaçant la chemise chic, en train de souder de l'acier avec le genre d'agressivité concentrée qui aurait probablement dû m'inquiéter. Il y a quelque chose de thérapeutique à souder quand on est furieux. La gerbe d'étincelles, l'odeur du métal chaud, le fait que vous créez quelque chose au lieu de détruire quelque chose, ce que chaque fibre de mon être voulait faire au visage de Gavin Cross. Mon téléphone était posé sur l'établi, obstinément silencieux. Pas d'appel, pas de texto, pas même un de ces messages, ne m'attend pas, qui reconnaissent au moins que vous êtes marié à un autre être humain qui pourrait se demander où vous êtes. J'ai essayé de l'appeler 2 fois vers minuit, et les 2 fois je suis tombé directement sur la messagerie vocale, ce qui signifiait qu'elle avait soit éteint son téléphone, soit laissé la batterie mourir. Et aucune de ces options n'était particulièrement rassurante compte tenu des circonstances. J'ai laissé un message, simple. Où es-tu? Je n'ai pas crié, pas accusé, pas donné de munitions pour qu'elle puisse plus tard prétendre que j'étais contrôlant ou paranoïaque. Juste 3 mots, calme et raisonnable. Le genre de question qu'un mari devrait pouvoir poser à sa femme à minuit sans que cela soit considéré comme un crime fédéral. L'atelier était glacial parce que décembre au Tennessee se fiche de votre crise émotionnelle. Mais j'ai continué à travailler quand même, finissant un fumoir sur mesure pour un client de Memphis qui avait payé un supplément pour des détails gravés à la main. Mes mains savaient quoi faire même quand mon cerveau tournait en rond comme une roue de hamster alimentée par la rage et l'incrédulité. Je n'arrêtais pas de rejouer la fête dans ma tête, regardant cette scène encore et encore comme un mauvais film que je ne pouvais pas éteindre. La façon dont elle avait ri à la blague de Gavin. La façon dont elle l'avait regardé avec quelque chose dans les yeux qu'elle me réservait autrefois, quand nous étions jeunes et stupides et pensions que l'amour suffisait à construire une vie. La cruauté désinvolte de ce billet d'$1 et le fait qu'elle ne m'avait pas défendu, n'avait pas dit un seul mot pour mettre fin à ce manque de respect. J'ai pensé à appeler un de mes potes, peut-être Rick, qui habitait 3 rues plus loin et était toujours partant pour une bière et de bons conseils, mais il était 3 heures du matin. Et aussi, il y a quelque chose de profondément humiliant à admettre à un autre homme que votre femme vous trompe peut-être. On a l'impression d'un échec, comme si on n'avait pas pu maintenir l'ordre dans sa propre maison, pas pu garder la femme à qui on avait promis l'éternité. La fierté est une chose étrange.
Elle vous fait garder le silence même quand vous vous noyez. Vous fait sourire et saluer sous l'eau pendant que vos poumons crient à l'air. Vers 4h30, j'ai finalement abandonné la soudure avant de mettre accidentellement le feu à quelque chose ou de perdre un doigt par inattention. J'ai fait du café dans la vieille cafetière de l'atelier qui violait probablement plusieurs codes de santé et j'ai regardé le ciel passer lentement du noir à cette étrange couleur gris-violet qui signifie que le matin arrive, que vous soyez prêt ou non. Les oiseaux ont commencé à faire du bruit, ces sons gazouillants agaçants qui semblent bien trop joyeux pour la fin du monde. Mon téléphone a vibré une fois, une notification de mon application bancaire concernant une transaction. Je l'ai vérifié par habitude et j'ai senti ma pression artérielle monter en flèche. Miranda avait utilisé notre carte de crédit conjointe à l'hôtel Belgrave Grand pour une chambre à 1h47 du matin. Le montant était de 368 €, ce qui signifiait qu'elle avait pris l'une des suites de luxe, car apparemment, quand vous trompez votre mari, autant le faire dans le luxe. J'ai fait une capture d'écran, je l'ai enregistrée dans 3 dossiers différents et je me la suis envoyée par email parce que je ne suis pas un idiot et que les tribunaux de divorce adorent la documentation. Puis je suis resté assis là à regarder mon téléphone, me demandant quel pourcentage de mariage se termine à cause d'une note d'hôtel et d'un billet d'$1, et si je surréagissais ou sous-réagissais, ou si je réagissais exactement comme il fallait pour un homme dont la femme venait de passer la nuit dans un hôtel avec son collègue suffisant. À l'aube, juste au moment où le soleil transformait le ciel en quelque chose de joli que j'étais trop en colère pour apprécier, j'ai entendu sa voiture, le son distinctif de sa BMW blanche ronronnant dans notre allée. Une voiture que j'avais aidé à choisir il y a 3 ans quand elle avait eu une promotion et voulait quelque chose qui reflète son succès. Je suis resté dans l'atelier, me forçant à garder mes mains occupées à organiser des outils qui n'avaient pas besoin d'être organisés, parce que je ne faisais pas confiance à ce que je pourrais dire ou faire si je l'accueillais à la porte comme un chiot anxieux attendant son maître. Elle s'est glissée dans la maison comme une adolescente rentrant après le couvre-feu, et j'ai regardé par la fenêtre de l'atelier pendant qu'elle tâtonnait avec ses clés et entrait. J'ai attendu 5 minutes, puis 10, la laissant penser que peut-être je dormais encore, que peut-être je n'avais rien remarqué, que peut-être elle s'en était tirée. Puis j'ai traversé la cour dans l'air froid du matin, portant toujours mes gants de soudure comme une armure, et je suis entré par la porte de derrière qui mène à la cuisine. Elle était debout près de la cafetière, portant le maquillage de la veille et la veste de costume de Gavin, sa veste de costume monogrammée, parce que bien sûr, c'était le genre de type à faire broder ses initiales sur ses vêtements comme s'il était de la royauté européenne au lieu d'un crétin de cadre intermédiaire. La veste était chère, on pouvait le dire, une sorte de mélange de laine italienne qui coûtait probablement plus que ma facture mensuelle de service public. Et là, sur la poche poitrine gauche, claire comme le jour, il y avait les initiales GC dans une écriture fantaisie qui semblait nécessiter une deuxième hypothèque. Oh, dit-elle en me voyant, sa voix faisant ce truc bizarre et aigu qui aurait pu être mignon il y a 20 ans, mais qui sonnait juste coupable à présent. Tu es levé tôt. Jamais couché, ai-je dit, ma voix plate et morte comme un animal écrasé. Où étais-tu? Elle a ri. A vraiment ri. Ce petit rire nerveux qui m'a donné envie de mettre mon poing dans le mur de plâtre que j'avais installé moi-même il y a 5 étés. Je t'avais dit que je serais en retard. La fête a duré longtemps, puis un groupe d'entre nous est allé dans la suite d'un autre collègue pour continuer à célébrer. Je me suis écroulé sur leur canapé. Elle a désigné la veste comme si c'était une preuve d'innocence au lieu de culpabilité. Oh, Gavin me l'a prêtée. Il faisait froid. C'est ça. Parce que 3 heures du matin est le moment idéal pour les présentations PowerPoint et le développement professionnel. Parce que tu as besoin de la veste de costume d'un homme dans un hôtel climatisé. Parce que ton mari est assez stupide pour croire que tu as passé 7 heures dans la suite de quelqu'un à faire autre chose que ce que nous savons tous les deux que tu faisais. Puis je l'ai vu. Juste visible au-dessus du col de cette veste chère, là sur son cou, où il rencontrait son épaule. Une marque. Pas n'importe quelle marque, mais le genre d'échymose violette rouge qui n'a qu'une seule cause et 0 explication innocente. Quelqu'un avait estampillé, propriété d'un crétin, sur sa peau, laissé sa signature comme un chien marquant son territoire. Un suçon. Un putain de suçon. À 44 ans, ma femme est rentrée à la maison avec un suçon comme si elle en avait 16 et qu'elle se roulait des pelles dans le sous-sol de son petit ami. Tu as quelque chose sur le cou, ai-je dit, en pointant du doigt avec un de mes doigts tachés de graisse. Sa main s'est levée pour le couvrir, son visage passant par la surprise, la panique, puis atterrissant sur la défiance. C'est juste. J'ai dû me brûler avec un fer à friser hier. Tu sais comme je suis maladroite. Le fer à friser. Elle optait pour l'excuse du fer à friser.
J'ai été marié à cette femme pendant 23 ans. Je l'ai regardée se préparer environ 8000 fois. Et pas une seule fois elle ne s'est jamais brûlée avec un fer à friser. Mais bien sûr, aujourd'hui, de tous les jours, elle a soudainement développé un problème de coordination qui a abouti à une marque de brûlure parfaitement en forme de bouche. C'est ça, ai-je dit. Le fer à friser. Elle s'est détournée de moi, s'est affairée avec la cafetière comme si c'était la tâche la plus importante de l'histoire de l'humanité. A commencé à fredonner. Vraiment, à fredonner une chanson pop que je ne reconnaissais pas. Faisant la conversation sur le temps, sur le besoin d'aller chercher le nettoyage à sec, sur le fait de savoir si nous devions faire de la dinde ou du jambon pour le dîner de Noël, agissant comme si rien ne s'était passé, comme si elle n'était pas juste rentrée en portant les vêtements d'un autre homme avec l'empreinte de sa bouche sur son cou, comme si notre mariage n'était pas en train de se vider de son sang sur le sol de la cuisine. Je l'ai regardé verser du café dans sa tasse préférée, celle qui disait « Boss Lady », que je lui avais acheté pour rire il y a 3 anniversaires. Je l'ai regardé ajouter la quantité exacte de crème qu'elle utilisait toujours, de sucre, en remuant précisément cette fois dans le sens des aiguilles d'une montre parce qu'elle avait cette superstition bizarre selon laquelle remuer dans le sens inverse portait malheur. Elle jouait la normalité, s'en tenant à son rôle, et quelque chose en moi s'est brisé. Pas bruyamment, pas de manière spectaculaire, mais tranquillement, comme une corde qui s'effiloche depuis des années et qui finit par céder son dernier fil. C'est là que j'ai décidé que les serrures allaient changer. Aujourd'hui, ce matin, avant qu'elle ne puisse repasser cette porte avec la veste d'un autre homme et une autre excuse faible. J'en avais fini d'être la plante décorative, fini de valoir $1, fini de prétendre que tout cela était récupérable. Elle a continué à fredonner, et j'ai commencé à planifier. Le dimanche matin m'a frappé comme une gueule de bois, sauf que j'étais complètement sobre, ce qui rendait la chose encore pire. J'avais passé le reste du samedi à éviter Miranda pendant qu'elle flottait dans la maison, faisant semblant d'être confuse sur la raison pour laquelle je ne lui parlais pas. Comme si mon silence était un phénomène mystérieux au lieu d'une réponse tout à fait raisonnable à son apparition dans la veste d'un autre homme avec un suçon visible depuis l'espace. Elle était allée se coucher dans la chambre d'amis sans que je le lui demande, ce qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur sa conscience coupable. Les tricheurs finissent toujours par se trahir. Ils ne peuvent tout simplement pas s'en empêcher. J'étais debout à 6 heures, j'ai fait un café assez fort pour décaper de la peinture, et je me suis dirigé directement vers Castorama avant que les guerriers du bricolage du week-end ne puissent encombrer les allées avec leur confusion sur quelle extrémité d'un marteau tenir. Il y a quelque chose de profondément américain à résoudre ces problèmes dans un magasin de bricolage. Le mariage s'effondre? Il y a un produit pour ça. La femme trompe? Allez 7, à côté des verrous et de votre dignité. J'ai franchi ces portes automatiques avec une mission. Et cette mission était d'acheter des serrures si solides qu'elles pourraient tenir à l'écart l'apocalypse, les zombies et les conjoints infidèles, dans cet ordre d'importance. Le rayon des serrures était plus compliqué qu'il n'aurait dû l'être, rempli d'options allant de « un enfant déterminé pourrait crocheter ça » à « vous aurez besoin d'un bélier et d'une prière ». Je suis resté là à lire les emballages comme si j'étudiais pour le bac, comparant les codes de sécurité et des caractéristiques dont j'ignorais l'existence. Des serrures intelligentes connectées à votre téléphone, des serrures avec des claviers, des serrures qui auraient probablement pu lancer des missiles nucléaires si vous entriez le bon code. Mais j'ai opté pour la vieille école. Des verrous à peine dormants, code de sécurité de gradin, le genre de serrures que les serruriers respectent et qui font pleurer les cambrioleurs. J'en ai acheté 4, un pour chaque porte extérieure, plus de nouvelles poignées assorties, car si je faisais ça, je le faisais bien. Le caissier était un gamin qui ne pouvait pas avoir plus de 20 ans, arborant un badge nominatif qui disait Brandon et une expression faciale qui disait qu'il préférerait être littéralement n'importe où ailleurs. Il a scanné mes serrures sans commentaire jusqu'à ce que j'ajoute un jeu de forêt et un nouveau tournevis à la commande. Et puis ses yeux sont devenus un peu plus avertis. Projet de bricolage, a-t-il demandé de cette manière que font les caissiers quand ils s'ennuient et essaient de faire la conversation. Quelque chose comme ça, ai-je dit. Plutôt de la sécurité domestique, garder les mauvaises personnes à l'extérieur. Je comprends ça, a dit Brandon, hochant la tête comme s'il comprenait le poids philosophique de changer des serrures à 7 heures du matin un dimanche. Mon ex n'arrêtait pas de se pointer à mon appartement après notre rupture. J'ai dû changer mes serrures 3 fois avant qu'elle ne comprenne le message. Je voulais lui dire qu'au moins son ex ne faisait que se pointer, pas se pointer dans les vêtements d'un autre mec, mais ça semblait être trop de confidence avec un étranger qui essayait juste de finir son service. Les femmes,
ai-je dit à la place, et il a ri et m'a fait une sorte de signe de tête de code fraternel qui m'a fait me sentir à la fois ancien et jeune. Le total s'élevait à un peu moins de 285 €, ce qui m'a semblé l'investissement le moins cher que j'ai jamais fait pour ma santé mentale. J'ai tout chargé dans mon camion, je me suis arrêté chez Duncan pour une boîte de beignets et un autre café, et je suis rentré chez moi avec la détermination sombre d'un homme sur le point de changer plus que ses serrures. La voiture de Miranda était toujours dans l'allée, ce qui signifiait qu'elle dormait encore ou se cachait dans la maison en essayant de déterminer son prochain mouvement. Je m'en fichais. J'ai pris mes achats et me suis dirigé directement vers la porte d'entrée, l'entrée principale qu'elle utilisait chaque jour, la porte par laquelle elle était passée ce soir-là après l'activité qu'elle avait prévue pour éviter de vraiment gérer notre mariage. Installer de nouvelles serrures est étrangement satisfaisant quand on est en colère. Il y a quelque chose de cathartique à dévisser l'ancienne quincaillerie, à retirer les mécanismes qui laissaient entrer quelqu'un et à les remplacer par de nouvelles barrières brillantes qui nécessitent des clés différentes. Des clés qu'elle n'avait pas, des clés qu'elle n'obtiendrait pas. J'ai travaillé méthodiquement, en commençant par la porte d'entrée et en faisant le tour de la maison. Porte arrière, porte latérale, entrée du garage. Chaque installation prenait environ 20 minutes, et je les ai toutes faites avec la précision d'un chirurgien et la motivation d'un homme qui avait finalement atteint sa limite. Noah est sorti vers 9 h, toujours en pantalon de pyjama et avec l'air d'un mort-vivant, ce qui était l'état naturel des garçons de 18 ans le dimanche matin. Il m'a regardé travailler sur la porte arrière pendant 1 minute, se grattant le ventre et bâillant comme un ours sortant de son hibernation. « Papa, pourquoi tu changes toutes les serrures ?» Mise à niveau de la sécurité de la maison, ai-je dit, sans lever les yeux du tournevis que je manipulais. Pour s'assurer que seules les personnes qui vivent ici peuvent entrer. Il est resté silencieux 1 seconde, et je pouvais pratiquement entendre les rouages tourner dans sa tête. Noah est un gamin intelligent, plus intelligent que je ne l'étais à son âge, et il avait certainement remarqué la tension dans la maison ces derniers temps. Est-ce que maman est au courant de cette mise à niveau de la sécurité? Elle est sur le point de le découvrir. C'est froid, papa. Il l'a dit comme s'il était impressionné plutôt que concerné, ce qui m'a dit qu'il avait remarqué plus que je ne le pensais. Tu veux de l'aide? Nous avons travaillé ensemble sur les 2 dernières portes, Noah tenant la quincaillerie en place pendant que je perçais et vissais tout fermement. C'était agréable de travailler aux côtés de mon fils, sans avoir à me justifier ou à justifier mes actions. Il comprenait, ou du moins comprenait assez pour savoir que poser des questions n'allait aider personne. Quand nous avons fini, je lui ai donné les anciennes serrures à jeter dans le tas de choses du garage que j'emmènerai un jour à la ferraille. Et nous nous sommes reculés pour admirer notre travail, comme si nous venions de construire la chapelle Sixtine au lieu de simplement changer quelques verrous. Alors, qu'est-ce qui se passe quand elle essaie d'entrer? A demandé Noah. Et il y avait certainement une certaine anticipation dans sa voix, comme s'il attendait le drame avec impatience, de la manière que les enfants le font quand ce n'est pas leur désordre à nettoyer. On va voir si elle se souvient comment frapper, ai-je dit. À midi, j'avais testé toutes les serrures environ 50 fois, m'assurant qu'elles étaient lisses et solides, et j'avais distribué les nouvelles clés. J'ai gardé un jeu, j'ai donné un jeu à Noah avec des instructions strictes de ne pas les donner à sa mère sous aucun prétexte, et j'ai caché un jeu de rechange dans mon atelier à l'intérieur d'une boîte de café étiquetée « Boulons d'hiver », parce que personne de sensé ne regarderait jamais dans ma collection de quincaillerie aléatoire. Les jumeaux étaient chez leurs amis et Hazel était à une soirée pyjama, ce qui signifiait qu'il manquerait les feux d'artifice, mais je les mettrai au courant plus tard. Parfois, il vaut mieux que les plus jeunes ne soient pas là pour les parties désordonnées d'un divorce. Miranda était partie vers 10 h pour du yoga chaud, ou du moins c'est ce qu'elle avait annoncé à la maison en général, comme si elle maintenait encore les apparences. Elle avait essayé de me parler de plans pour le dîner, et j'avais répondu avec l'enthousiasme d'une souche d'arbre. Ce que tu veux, avais-je dit, sachant très bien que les plans pour le dîner allaient devenir le cadet de ses soucis. À 18h30 précise, j'ai entendu sa BMW entrer dans l'allée. J'étais assis dans le salon avec une bière et un livre que je ne lisais pas vraiment, juste utilisé comme accessoire pour avoir l'air décontracté et imperturbable lorsque l'inévitable se produirait. Noah était à l'étage dans sa chambre, la porte entr'ouverte, écoutant certainement, probablement enregistrant l'audio pour la postérité ou à des fins de chantage. J'ai entendu ses pas sur le porche, entendu ses clés teintées, entendu ce son familier d'elle essayant d'insérer sa clé dans une serrure qui ne reconnaissait plus son autorité. Silence. Puis une autre tentative, plus forte cette fois, comme si elle avait peut-être utilisé la mauvaise clé. Plus de silence, puis le son d'elle essayant différentes clés, passant probablement en revue tout son trousseau,
comme si elle avait peut-être oublié quelle clé ouvrait sa propre porte d'entrée. Darren, a-t-elle crié à travers la porte, et je l'ai laissé crier mon nom 3 fois de plus avant de me diriger nonchalamment vers la porte et de l'ouvrir. Elle était là, dans son pantalon de yoga et son haut de sport hors de prix, tenant ses clés comme si elle l'avait personnellement trahi. Son visage était entre la confusion et la fureur. « La clé ne fonctionne pas, dit-elle, énonçant l'évidence comme si je n'avais peut-être pas remarqué. « Ouais, ai-je dit, m'appuyant contre le cadre de la porte d'une manière qui, je l'espérais, avait l'air cool et imperturbable. Notre mariage non plus. Sa mâchoire est tombée, littéralement tombée comme un personnage de dessin animé qui vient d'être frappé par une enclume. Quoi? Darren, ce n'est pas. Nous devons en parler. Laisse-moi entrer pour que nous puissions avoir une conversation d'adulte. Une conversation d'adulte, ai-je répété, goûtant les mots. C'est riche venant de quelqu'un qui a passé vendredi soir dans une chambre d'hôtel et est rentré en portant la veste d'un autre homme. C'est un comportement vraiment mature, Miranda. Très adulte. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Tu déformes tout. Sa voix montait en ton, prenant cette qualité criarde qui signifiait qu'elle perdait le contrôle du récit. J'en ai fini de parler. Va parler à Gavin, les jeux interrompus, me sentant plus calme que je ne l'avais été depuis des jours. Le type qui pense que je vaux $1. Le type dont les initiales étaient sur la veste que tu portais en rentrant. Le type qui a laissé sa signature sur ton cou. Je suis sûr qu'il adorerait avoir une conversation d'adulte avec toi. Elle a essayé la poignée de la porte. A vraiment essayé de me bousculer comme si c'était encore sa maison, comme si elle avait encore des droits ici. Je n'ai pas bougé. Pas d'un centimètre. Je suis juste resté là, étant un objet inamovible face à son audace irrésistible. Darren, c'est aussi ma maison. Tu ne peux pas juste m'enfermer dehors. En fait, ai-je dit, je peux et je l'ai fait. Peut-être que tu peux t'écrouler sur le canapé de Gavin ce soir. J'ai entendu dire que tu connais bien ces meubles. C'est là que les voisins ont commencé à apparaître. La vieille Madame Henderson d'accent grave côté a soudainement eu besoin d'arroser ses plantes malgré le fait que nous étions en décembre et que tout était mort. Les Johnson d'en face ont découvert un besoin urgent de vérifier leur boîte aux lettres pour la 3e fois de la journée. Même. Park, qui s'occupait généralement de ses affaires comme un professionnel, était soudainement très intéressé par l'inspection de ses gouttières dans la lumière du soir déclinante. Il n'était même pas subtil à ce sujet, se tenant simplement dans leur jardin en faisant semblant de faire des tâches tout en écoutant manifestement ma femme avoir une crise sur notre porche. Miranda a remarqué le public et a baissé la voix, essayant de sauver une certaine dignité. Tu es déraisonnable. Nous devons parler de communication. De communication, ai-je dit assez fort pour que les voisins entendent, parce qu'à ce stade, je me fichais éperdument de la vie privée. La communication a pris fin quand tu as transformé notre mariage en projet de groupe, Miranda. Quand tu as ajouté une 3e personne sans mon consentement. Ce n'est pas un mariage, c'est un comité, et je démissionne. Son visage est devenu rouge, puis blanc, puis une couleur intermédiaire pour laquelle je n'avais pas de nom. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, l'a rouverte comme un poisson qui vient de réaliser qu'il est hors de l'eau. Finalement, elle a attrapé son téléphone dans son sac de yoga, et retourné en trombe à sa voiture, et je l'ai regardé démarrer en trombe avec le genre d'accélération qui violait certainement plusieurs lois de la circulation. J'ai fait un signe de la main aux voisins qui sont rapidement retournés à leurs fausses tâches et je suis rentré pour finir ma bière. Elle avait le goût de la victoire. La maison semblait différente après le départ de Miranda, comme si quelqu'un avait enfin ouvert une fenêtre dans une pièce qui avait été étouffante pendant des mois. Je me suis assis sur le canapé, ma bière se réchauffant dans ma main, écoutant le silence et réalisant que sa voix ne me manquait pas pour le combler. C'est probablement la prise de conscience la plus triste qu'un homme marié puisse avoir, que la paix sonne mieux que la présence de sa femme. La bière avait le goût de la liberté avec un léger arrière-goût de facture juridique imminente, mais je prenais. Noah est descendu environ 1 heure plus tard, après que les voisins soient rentrés et que la rue soit revenue à son calme suburbain normal. Il avait cette expression sur le visage, celle que les enfants ont quand ils essaient de décider s'ils doivent dire quelque chose ou simplement laisser les choses se tasser. Il a pris un coca dans le frigo, s'est assis dans le fauteuil qui appartenait à son grand-père, et m'a juste regardé pendant 30 bonnes secondes comme s'il me scannait à la recherche de dommages. Alors, a-t-il finalement dit, ouvrant son coca avec ce sifflement satisfaisant. Maman m'a appelé. Je parie qu'elle l'a fait.
J'ai pris une gorgée de ma bière maintenant tiède et j'ai grimacé. Laisse-moi deviner. Je suis déraisonnable, dramatique, refusant de communiquer comme un adulte. Elle a dit que tu surréagis, a dit Noah, d'un ton neutre, sans inflexion, rapportant simplement les faits comme un journaliste qui ne voulait pas éditorialiser. Que tu as changé les serrures sans prévenir et que tu l'as embarrassé devant les voisins. Que tu fais toute une histoire pour rien. Rien, ai-je répété, sentant ma pression artérielle commencer à remonter. A-t-elle mentionné le rien qu'elle faisait dans une chambre d'hôtel à 2 heures du matin? Le rien qui a laissé une marque sur son cou? Le rien qui impliquait de rentrer à la maison en portant la veste d'un autre homme. Noah a levé la main comme s'il arrêtait la circulation. Papa, je te dis juste ce qu'elle a dit. Je ne dis pas que je la crois. Il a pris une longue gorgée de son coca, gagnant du temps pour comprendre comment naviguer dans cette conversation. Elle veut que je te parle, que je te convainque de la laisser rentrer pour que vous puissiez régler ça comme des adultes matures. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit que je te parlerais, a dit Noah, puis il a souri d'une manière qui me rappelait exactement moi à son âge. Je n'ai pas dit que j'essaierais très fort. J'ai ri, je n'ai pas pu m'en empêcher. Tu es un bon gamin, Noah. Trop bon pour ce bazar. Papa, j'ai 18 ans. Je ne suis plus un gamin, et je suis certainement assez vieux pour savoir quand quelqu'un me raconte des conneries. Il s'est penché en avant, les coudes sur les genoux, devenant sérieux de cette manière que les jeunes hommes ont quand ils essaient d'avoir des conversations importantes. J'ai vu comment elle te traite depuis quelques années. Comme si tu étais un accessoire qu'elle a honte de porter en public. Comme si construire des fumoirs n'était pas un vrai métier. Comme si tu n'étais pas assez réussi pour son image. C'était dégoûtant à voir. Ça m'a frappé plus fort que je ne l'attendais. Je pensais que je l'avais mieux caché. Je pensais que les enfants n'avaient pas remarqué l'érosion lente du respect dans notre mariage. Apparemment, je me trompais, ou du moins je n'étais pas un aussi bon acteur que je le pensais. Tu as remarqué ça, hein? Papa, on a tous remarqué. Même Hazel m'a demandé l'année dernière pourquoi maman ne veut jamais parler de ce que tu fais quand ses amis sont là. Noah a fini son coca et a écrasé la canette, ce qui était techniquement jeter des ordures dans mon salon, mais je n'allais pas commencer à faire respecter les règles maintenant. Marcus et Maya ont toute une théorie selon laquelle elle a une liaison depuis environ 6 mois. Je leur ai dit qu'ils regardaient trop de télé-réalité, mais... Il a fait un geste vague vers la porte verrouillée, l'allée vide, toute la situation. Je suppose qu'ils avaient raison sur quelque chose. 6 mois. Les jumeaux pensaient qu'elle trompait depuis 6 mois. J'ai essayé de faire le calcul à rebours, de comprendre quand les choses étaient passées de distantes à suspectes, mais honnêtement, tout se brouillait. Les nuits tardives au bureau, les voyages d'affaires qui semblaient plus longs que nécessaires, la façon dont elle avait commencé à s'habiller plus chic pour le travail que pour les rendez-vous que nous avions cessé d'avoir. Tous les clichés, tous les signes avant-coureurs que j'avais ignorés parce que les reconnaître signifiait admettre que mon mariage était en train de mourir. Alors, et maintenant? A demandé Noah. Tu la mets dehors pour de bon, ou c'est juste pour marquer un point? Je ne sais pas encore, ai-je admis, ce qui semblait étrange à dire à voix haute. Je suis assez en colère pour la vouloir partie pour toujours, mais nous sommes mariés depuis 23 ans. Nous avons 4 enfants, une maison, toute une vie. Je ne peux pas simplement prétendre que rien de tout cela ne compte. Mais papa, a dit Noah prudemment, est-ce que ça compte si elle ne te respecte pas? Si elle est là dehors à faire n'importe quoi, avec n'importe qui? Avant que je puisse répondre, mon téléphone a vibré, puis a vibré à nouveau, puis a commencé à sonner avec un numéro que je ne reconnaissais pas. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale, j'ai regardé la notification apparaître et j'ai senti mon estomac se nouer. La messagerie vocale provenait de Whitmore & Associates, un cabinet d'avocats du centre-ville qui faisait de la publicité sur les bancs et à la télévision tard le soir. Miranda avait déjà pris un avocat, et ça ne faisait même pas 24 heures. Ça a été rapide, ai-je marmonné, posant le téléphone comme s'il pouvait exploser. Noah a haussé les sourcils. Un avocat? Probablement. Eh bien, au moins tu ne l'as pas frappé, a dit Noah, puis il s'est repris. Attends, non, tu n'as pas frappé Gavin. Tu l'as juste menacé verbalement. C'est de la croissance personnelle, papa. Je suis fier de toi. Nous avons tous les deux ri de ça. Le genre de rire légèrement déséquilibré qui se produit lorsque votre vie implose, mais que vous avez encore assez de sens de l'humour pour voir l'absurdité. Je ne l'ai pas frappé.
Médaille d'or pour la maturité émotionnelle, Darren. Vraiment, la barre est haute. Mais à l'intérieur, je bouillais comme un fumoir en surchauffe. Comme si quelqu'un avait tourné tous mes cadrans internes au maximum et avait oublié où se trouvait l'interrupteur. Je voulais casser des choses, frapper des choses, crier jusqu'à ce que ma voix s'éteigne. Au lieu de cela, je suis resté assis sur mon canapé à boire de la bière tiède avec mon fils et à prétendre que j'avais la moindre idée de ce que je faisais. Le lendemain matin est arrivé trop tôt et a apporté des cadeaux que je ne voulais pas. Le courrier est arrivé à 10h et, mêlé aux offres de cartes de crédit et aux prospectus d'épicerie, se trouvait une épaisse enveloppe Kraft avec l'adresse d'un cabinet d'avocats. Mes mains tremblaient légèrement en l'ouvrant, ce qui m'a énervé parce que je ne voulais pas donner à Miranda la satisfaction de me rendre nerveux même si elle n'était pas là pour le voir. La lettre contenait 3 pages de jargon juridique qui se résumait essentiellement à « Miranda voulait de l'argent, elle le voulait maintenant, et elle en voulait beaucoup. Elle demandait une pension alimentaire parce qu'apparemment, 23 ans de mariage lui donnaient droit à un pourcentage de mes revenus pour le reste de l'éternité, ou du moins jusqu'à ce qu'elle se remarie, ce qui, compte tenu des événements récents, pourrait être plus tôt que tard. Elle voulait une division équitable des actifs, ce qui, je suis presque sûr, est le langage des avocats pour la moitié de tout ce pour quoi vous avez travaillé. Mais la partie qui m'a vraiment fait bouillir le sang, la partie qui m'a fait serrer la lettre si fort que j'ai failli la déchirer, c'est qu'elle voulait la moitié de mon entreprise. La moitié de Old Custom Smoker, l'entreprise que j'avais construite à partir de rien, démarrée dans un garage avec des outils empruntés et un rêve que tout le monde disait stupide. L'entreprise qu'elle avait passé des années à qualifier de trop, col bleu, pour son image, pas assez sophistiquée pour son cercle social, juste de la soudure, chaque fois que ses amis chics demandaient ce que faisait son mari. Cette entreprise, elle en voulait la moitié. J'ai lu la lettre 3 fois, chaque fois devenant plus en colère, avant de finalement saisir mon téléphone et d'appeler Jacques Freeman. Jacques était mon avocat depuis des années, il gérait mes contrats commerciaux et mes papiers de SARL, et il m'avait une fois sorti d'un litige de zonage avec la ville qui avait failli fermer mon atelier. Il était cher, mais il était bon. Et plus important encore, il aimait un bon combat comme certaines personnes aiment le golf. Darren, répondit Jacques à la deuxième sonnerie, sa voix faisant cette chose que font les avocats où ils ont l'air professionnels mais amicaux. Comment vont les affaires? Les affaires vont bien. Le mariage est mort. J'ai besoin de ton aide pour le tuer officiellement et m'assurer que je ne me fais pas assassiner dans le processus. Il y eut une pause, puis j'entendis la chaise de Jacques grincer alors qu'il se penchait en arrière. Enfin. Je me demandais quand tu appellerais. Mélodie a vu Miranda dans un restaurant il y a 2 semaines avec un type qui n'était certainement pas toi. On s'est dit que ce n'était qu'une question de temps. Tout le monde le savait sauf moi, apparemment, ai-je dit, me sentant à la fois stupide et en colère. Je viens de recevoir une lettre de son avocat. Elle veut une pension alimentaire et la moitié de mon entreprise. L'entreprise qu'elle a toujours dit être indigne d'elle. Jacques a ri, mais ce n'était pas un rire gentil. C'était le rire d'un avocat à qui on venait de donner des munitions. Oh, Darren, mon ami, tu vas t'amuser. Du plaisir légalement sanctionné. Je ne veux pas de plaisir. Je veux ne pas perdre tout ce que j'ai construit. C'est la même chose dans ce cas, a dit Jacques. Passe à mon bureau demain matin. 9h tapante. Apporte tous les documents financiers que tu as, relevés bancaires, registres commerciaux, cette lettre de son avocat. Et Darren. Ouais. Arrête de lui parler. Ne réponds pas à ses appels, ne réponds pas à ses textos. N'engage aucune conversation. Tout passe par moi maintenant. Compris? Compris. Bien. Et Darren, on va la détruire. Légalement et éthiquement, bien sûr. Mais de manière approfondie. J'ai raccroché, ressentant quelque chose qui ressemblait à de l'espoir pour la première fois depuis des jours. Peut-être que j'étais foutu. Peut-être qu'elle obtiendrait la moitié de tout et que je passerais la prochaine décennie à tout reconstruire. Mais au moins, j'avais Jacques Freeman dans mon camp. Et cet homme aimait gagner presque autant qu'il aimait facturer des heures. Noah a passé la tête dans la cuisine. Bonne ou mauvaise nouvelle? Potentiellement une bonne nouvelle déguisée en nouvelle coûteuse. C'est l'esprit d'avocat, a dit Noah. Tu veux que je fasse des pancakes? Les pancakes de dépit ont meilleur goût que les pancakes tristes. Fais en beaucoup, ai-je dit. On va avoir besoin d'énergie. Nous avons mangé des pancakes et planifié la guerre.
Le bureau de Jacques Freeman était dans un de ces immeubles du centre-ville qui essayaient très fort d'avoir l'air important. Tout en verre et en acier, avec de l'art moderne que personne ne comprenait mais que tout le monde faisait semblant d'apprécier. Sa suite était au 7e étage, décorée dans ce style minimaliste coûteux où tout coûtait une fortune mais avait l'air de provenir de la gamme entreprise d'IKEA. Il y avait des fauteuils en cuir, un bureau massif fait d'une espèce d'arbre en voie de disparition, et des diplômes encadrés sur le mur qui vous rappelaient qu'il était allé dans des écoles chics où l'on vous apprend à éviscérer financièrement les gens dans les limites de la loi. Je suis arrivé à 9 h avec une boîte en carton pleine de documents représentant toute ma vie financière. Relevés bancaires, registres commerciaux, déclaration de revenus des 5 dernières années, factures de carte de crédit, papier d'hypothèque, et cette satanée lettre de l'avocat de Miranda que j'avais lue tant de fois que je pouvais pratiquement la réciter. Jacques était déjà là avec un café qui sentait bien meilleur que tout ce que je faisais à la maison. Et assise à côté de lui se trouvait une femme que je n'avais jamais rencontrée auparavant. Darren Holt, voici Clara Wu, a dit Jacques, en désignant la femme asiatique d'une trentaine d'années qui avait l'air de pouvoir calculer votre valeur nette juste en regardant vos chaussures. Elle portait un tailleur gris impeccable, des lunettes rectangulaires, et avait le genre d'expression qui suggérait qu'elle avait vu tous les crimes financiers que l'humanité pouvait imaginer et n'était impressionnée par aucun d'entre eux. Clara est une comptable judiciaire, la meilleure du secteur. Elle va fouiller dans vos finances pour s'assurer que nous savons exactement à quoi nous avons affaire. Clara s'est levée et m'a serré la main avec une poignée étonnamment forte pour quelqu'un qui passait ses journées à regarder des feuilles de calcul. Monsieur Holt, Jacques m'a parlé de votre situation. Je suis désolé que vous traversiez cela, mais je suis très doué pour trouver où va l'argent quand les gens pensent que personne ne regarde. Appelez-moi Darren, et j'apprécie cela, car j'ai l'impression que ma femme a été créative avec nos finances ces derniers temps. Nous nous sommes assis autour de la table de conférence de Jacques et j'ai commencé à déballer ma boîte de honte financière. Les yeux de Clara se sont illuminés comme ceux d'un enfant le matin de Noël, ce qui est logique quand votre travail consiste à suivre des pistes d'argent. Elle a immédiatement commencé à tout organiser en pile avec un système qui avait probablement un sens pour elle, mais qui me semblait chaotique. D'accord, a dit Jacques, ouvrant son bloc-notes à une nouvelle page. Commençons par les bases. État de communauté de biens, mariée depuis 23 ans, 4 enfants. Elle prétend avoir besoin d'une pension alimentaire et de la moitié de l'entreprise. À quels actifs avons-nous affaire au total? J'ai énuméré les chiffres, la maison valant environ 420 000 €, mon entreprise qui rapportait environ 280 000 € par an de bénéfices, les comptes de retraite, l'épargne, l'accumulation habituelle d'une vie passée à ne pas être complètement irresponsable avec l'argent. Clara prenait des notes sur son ordinateur portable, ses doigts volant sur le clavier comme si elle jouait un concerto pour piano. Et elle invoque quel motif pour le divorce? A demandé Clara, sans lever les yeux de son écran. Différends irréconciliables, selon son avocat, ce qui est le code pour je me suis fait prendre en train de tricher et j'ai besoin de faire croire que c'est mutuel. Jacques s'est penché en arrière dans sa chaise, joignant ses doigts de la manière que les avocats le font quand ils sont sur le point de dire quelque chose qu'ils pensent être intelligent. Voici ce que nous allons faire. Clara va auditer vos comptes joints, vos cartes de crédit, toute activité financière de l'année écoulée. Nous devons savoir si elle a caché de l'argent, dépensé de manière inappropriée, tout ce que nous pouvons utiliser pour contrer son récit. Combien de temps ça prend? Ai-je demandé, redoutant déjà la réponse. Pour quelqu'un de bon, 1 semaine, a dit Clara, levant enfin les yeux de son ordinateur portable. Pour moi, 3 jours. Je suis très motivé par le dépit, et les conjoints infidèles offensent mon sens de l'ordre. Elle a souri, et c'était le sourire de quelqu'un qui aimait gâcher la journée des gens. Jacques a mentionné, vous pensez qu'elle a séjourné dans des hôtels? Je sais qu'elle l'a fait. J'ai le relevé de carte de crédit de vendredi dernier. 368 € au Belgrave Grand. Les doigts de Clara ont volé sur son clavier. Quelle carte? Notre Amex conjointe. Celle liée au compte de l'entreprise pour les dépenses légitimes. Ses yeux se sont plissés derrière ses lunettes. Votre compte d'entreprise. Elle a utilisé les fonds de l'entreprise pour des dépenses personnelles. Elle a une autorisation sur la carte pour le divertissement des clients, les dîners d'affaires, ce genre de choses. Son travail implique parfois de recevoir des clients. Alors je l'ai ajoutée comme utilisatrice autorisée il y a des années. Ça semblait logique à l'époque. Oh, ça va être bon, a dit Clara, et elle avait l'air sincèrement excitée. J'adore quand les conjoints oublient que les comptes d'entreprise ont des règles différentes des comptes personnels.
Utilisation abusive des fonds de l'entreprise, implication fiscale potentielle, fraude possible si elle a déclaré des dépenses personnelles comme des déductions commerciales. Monsieur Holt. Darren, je vais avoir besoin d'un accès à tous vos comptes d'entreprise, relevés de cartes de crédit, notes de frais, tout. Je lui ai donné les identifiants de ma banque d'entreprise. J'ai vu ses yeux s'illuminer encore plus alors qu'elle commençait à extraire des relevés et à télécharger des fichiers. Jacques nous a servi plus de café pendant que Clara opérait sa magie, marmonnant pour elle-même des catégories de dépenses et des codes marchands comme si elle parlait une langue étrangère. Après environ 20 minutes de clics et de frappes, Clara a levé les yeux avec l'expression de quelqu'un qui vient de trouver un trésor enfoui. Darren, quand avez-vous réellement examiné vos relevés de cartes de crédit d'entreprise pour la dernière fois? Eh bien, je regarde les totaux chaque mois. Je m'assure que rien n'est complètement anormal. Pourquoi? Parce que votre femme a été très occupée avec votre argent. Clara a tourné son ordinateur portable pour me montrer une feuille de calcul qui me donnait mal à la tête. Au cours des 6 derniers mois seulement, elle a facturé plus de 38 000 € sur votre compte d'entreprise. Hôtel, restaurant, journée au spa, shopping. Il y a une dépense ici chez Victoria's Secret pour 570 €. Est-ce une dépense professionnelle légitime pour la construction de fumoirs? Mon estomac s'est noué. 38 000 €? Vous êtes sérieuse? Très sérieuse. Regardez ça. L'hôtel Belgrave Grand apparaît 11 fois au cours des 4 derniers mois. Toujours les vendredis ou samedis soirs. Des frais allant de 280 à 570 € par séjour. Ce ne sont pas des voyages d'affaires, Darren. C'est un hôtel pour une liaison. Clara a fait défiler d'autres dépenses, chacune étant comme un coup de poing dans le ventre. Voici 950 € au Fleming's Steakhouse. 1900 € dans un complexe spa à Gatlinburg. Plusieurs dépenses dans des magasins d'alcool, des cavistes, des restaurants chers. Elle a très bien vécu à vos frais. Pouvons-nous utiliser ça? Ai-je demandé à Jacques, sentant la rage et la justification se battre pour la domination dans ma poitrine. Oh, on va l'utiliser à fond, a dit Jacques, souriant comme un requin qui vient de sentir le sang. Utilisation abusive des fonds de l'entreprise affectant potentiellement votre responsabilité fiscale, démontrant un schéma de tromperie. Cela détruit sa prétention qu'elle mérite une pension alimentaire. Vous ne pouvez pas prétendre avoir besoin d'argent alors que vous dépensez 38 000 € en hôtel et dîner au restaurant. Clara continuait de taper, de creuser, et je pouvais voir son excitation grandir à chaque découverte. Elle a aussi transféré de l'argent. Regardez ça. Des virements réguliers de votre compte joint vers un autre compte. 1900 € ici, 1004 cents là, 2008 cents le mois dernier. Toujours vers le même endroit. Elle a affiché les détails du virement. Le titulaire du compte est répertorié comme GC Enterprises LLC. GC, ai-je répété, sentant quelque chose se connecter dans mon cerveau. Gavin Cross. Elle a financé son petit ami avec notre argent. Présumément, a dit Jacques, parce que les avocats doivent toujours dire, présumément, même quand quelque chose est aussi évident. Mais oui, probablement. Clara, pouvez-vous retrouver cet LLC? Déjà dessus, a dit Clara, ses doigts dansant sur le clavier. GC Enterprises, enregistré au Tennessee il y a 6 mois. Propriétaire principal, Gavin Cross. Objet social, service de conseil. Quelle blague. C'est clairement une société écran pour des revenus personnels. Nous sommes restés assis là 1 minute, laissant tout cela s'imprégner. Miranda ne m'avait pas seulement trompé. Elle avait systématiquement pillé nos finances pour financer sa liaison, utilisant mes comptes d'entreprise comme sa tirelire personnelle et transférant de l'argent à la société écran de son petit ami. L'audace était presque impressionnante. Puis Jacques m'a regardé de l'autre côté de la table avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait lire. Darren, je dois te demander quelque chose. Ce type, Gavin Cross, où travaille-t-il? Une entreprise de technologie. Miranda l'a mentionné quelques fois. Quelque chose avec des produits d'extérieur ou des innovations. Quelque chose. Pourquoi? Le sourire de Jacques s'est encore élargi. Quel est le nom complet de ton entreprise? Le nom de l'entité juridique, pas seulement Old Custom Smoker. Old Custom Smoker and Outdoor Innovation LLC. J'ai racheté un plus petit concurrent il y a 5 ans. Je l'ai gardé comme filiale. Il fabrique des brassereaux, des grilles d'extérieur,
ce genre de choses. Un marché différent de mes fumoirs sur mesure. Pourquoi? Jacques a commencé à rire. Pas un petit rire poli, mais un rire franc et sonore qui a fait lever les yeux à Clara de son ordinateur portable, confuse. Darren, quel est le nom de cette filiale? Crossphere Outdoor Innovation. J'ai gardé le nom parce qu'ils avaient une bonne reconnaissance de marque. Nous l'exploitons séparément. Équipe de direction différente, installation différente. C'est rentable, cependant. Pourquoi tu? Je me suis arrêté au milieu de ma phrase alors que mon cerveau rattrapait enfin ce que Jacques insinuait. Non. Pas possible. Si, c'est possible, a dit Jacques, riant toujours. Clara, sort l'enregistrement de l'entreprise pour Crossphere Outdoor Innovation. Elle a tapé, cliqué, puis sa mâchoire est tombée. Société mère, All Custom Smoker and Outdoor Innovation LLC. Propriétaire, Darren Holt. Merde, ai-je dit, la voix étrange et étranglée. Je dois voir la liste des employés. Affiche la paie de Crossphere. Clara a navigué vers mon logiciel de comptabilité d'entreprise, a accédé au système de paie de la filiale, et là, c'était écrit noir sur blanc. Gavin Cross, directeur marketing senior, Crossphere Outdoor Innovation. Salaire, 90 000 € par an. Structure hiérarchique, rend compte, en fin de compte, à moi. Le type a jeté un billet d'$1 sur son patron. Le type qui couchait avec ma femme, utilisant mon argent pour financer son style de vie, me souriant avec suffisance à cette fête comme si j'étais inférieur à lui. Ce type encaissait un chèque de paie avec ma signature dessus toutes les 2 semaines. Mon rire aurait pu être enregistré sur l'échelle de Richter. Il a commencé comme un gloussement, s'est transformé en un rugissement, et s'est terminé avec moi essuyant des larmes de mes yeux pendant que Jacques et Clara me regardaient comme si j'avais perdu la tête. Peut-être que c'était le cas, mais c'était le plus beau retournement de situation que j'ai jamais vu. Ça va être magnifique, ai-je finalement réussi à dire. Ça va être tellement magnifiquement magnifique. Jacques prenait déjà des notes, les yeux brillants d'une joie prédatrice. Darren, mon ami, nous n'allons pas seulement gagner ce divorce. Nous allons entrer dans l'histoire juridique. Le mardi matin est arrivé avec le genre de soleil d'hiver vif qui rend tout propre et plein d'espoir, ce qui semblait follement inapproprié étant donné que j'étais sur le point de détruire professionnellement la vie d'un homme. Je suis arrivé à mon bureau chez Crossphere Outdoor Innovation à 7 heures. Assez tôt pour éviter la foule du matin, mais assez tard pour que mon assistante, Kelly, soit déjà là avec du café et la capacité de planifier des réunions sans poser trop de questions. Kelly était avec moi depuis 12 ans, avait survécu à 3 récessions économiques et à mes terribles blagues de papa, et avait développé un 6e sens pour savoir quand j'avais besoin de quelque chose fait tranquillement et efficacement. « Bonjour, patron », dit-elle quand je suis entré, me tendant déjà une tasse de café comme si elle avait senti mon arrivée. Kelly avait 53 ans, 4 petits-enfants, et ne se laissait marcher sur les pieds par personne. Tu as ce regard. Quel regard? Le regard qui dit que quelqu'un va passer une très mauvaise journée, et que tu vas aimer regarder ça se produire. Elle a siroté son propre café, me regardant par-dessus le bord. De quoi as-tu besoin? J'ai besoin que tu organises une réunion obligatoire pour tous les chefs de division. Aujourd'hui, 10 heures précises. Salle de conférence A. J'ai pris une longue gorgée de café qui avait le goût de la vengeance liquide. Fais en sorte que ça ait l'air important mais vague. Session de planification stratégique ou discussion sur la restructuration organisationnelle, ou n'importe quelle autre absurdité d'entreprise qui rend les gens nerveux. Les yeux de Kelly se sont plissés. Tous les chefs de division, ça inclut Gavin Cross pour le marketing. Surtout Gavin Cross pour le marketing. Elle n'a pas posé de questions, a juste hoché la tête et a commencé à taper sur son ordinateur avec l'efficacité de quelqu'un qui attendait ce moment. Considérez que c'est fait. Autre chose? Ouais. Peux-tu sortir le dossier personnel de Gavin? Je le veux sur mon bureau dans 20 minutes. Dossier complet, date d'embauche, évaluation de performance, historique de salaire, tout. Ça devient sale, n'est-ce pas? A dit Kelly, mais elle souriait. Kelly, on a dépassé le stade du sale il y a 3 jours. Maintenant, on est en territoire de la terre brûlée. Il était temps, a-t-elle marmonné en retournant à son ordinateur. À 9h30, j'avais l'historique d'emploi complet de Gavin étalé sur mon bureau comme des preuves sur une scène de crime. Embauché il y a 3 ans.
Évaluation de performance décente, mais rien de spectaculaire. Salaire augmenté 2 fois en raison d'ajustements de marché que j'avais apparemment approuvés sans y prêter beaucoup d'attention. Il y avait quelques notes dans son dossier sur des problèmes de limite avec des collègues féminines. Rien de poursuivable, juste des observations des RH sur le fait qu'il était trop amical et inappropriément désinvolte. En lisant entre les lignes, le type était un vicieux qui avait appris à opérer juste dans la zone acceptable. J'avais aussi le billet d'$1. Je l'avais gardé dans mon portefeuille depuis la fête, plié et froissé. Et maintenant, je le lissais sur mon bureau comme si c'était un artefact précieux, car d'une certaine manière, c'en était une preuve physique de manque de respect, une trace écrite d'arrogance. George Washington comme témoin. À 9h45, je suis entré dans la salle de conférence et j'ai installé mon camp au bout de la table. La salle était un de ces espaces de réunion modernes avec une immense table, des chaises inconfortables qui coûtaient une fortune et un tableau blanc que personne n'utilisait jamais. Je me suis positionné là où je pouvais voir les visages de tout le monde, j'ai mis le billet d'$1 dans la poche de ma veste et j'ai attendu. Les chefs de division ont commencé à arriver vers 9h55. Suzanne des opérations, Michael des finances, Patricia des RH, et quelques autres dont je connaissais les noms mais que je n'utilisais pas souvent car je passais le plus clair de mon temps dans la division des fumoirs sur mesure, pas ici à la filiale. Ils avaient tous l'air vaguement inquiets, ce qui était la réponse appropriée à une réunion surprise obligatoire convoquée par le propriétaire. Personne n'avait l'air heureux d'être là, mais c'était bien. Je ne visais pas le bonheur. Gavin est entré à 10 heures précises, pensant probablement qu'être exactement à l'heure montrait du professionnalisme. Il portait un autre costume cher, ses cheveux coiffés au millimètre près, et tenait un portefeuille en cuir qui coûtait probablement plus que le paiement mensuel de mon camion. Il avait l'air confiant, à l'aise, comme un homme qui pensait avoir sa place ici. Comme un homme qui se croyait intouchable. Puis il m'a vu, assis au bout de la table, et son visage bronzé s'est vidé plus vite qu'un café bon marché laissé sur une plaque chauffante. Toute cette couleur artificielle de son autobronzant ou de ses parties de golf, ou de tout ce que font les riches pour avoir l'air en bonne santé, a tout simplement disparu, le laissant de la couleur d'un vieux journal. Ses yeux se sont agrandis, sa bouche s'est légèrement ouverte, et j'ai regardé en temps réel son cerveau essayer de calculer ce qui se passait. Bonjour à tous, ai-je dit, gardant ma voix décontractée et amicale comme si c'était juste une autre réunion ennuyeuse du mardi. Merci de vous être libéré à la dernière minute. Veuillez vous asseoir. Tout le monde s'est assis. Gavin est resté debout un instant de trop, comme si ses jambes avaient oublié comment se plier, avant de finalement s'abaisser dans une chaise à 3 sièges de moi. Il essayait de maintenir le contact visuel, essayait de projeter de la confiance, mais je pouvais voir ses mains trembler légèrement alors qu'il ouvrait son portefeuille. Bonjour, Gavin, ai-je dit, le regardant directement avec un genre de sourire qui n'atteint pas les yeux. J'ai entendu dire que tu avais passé une nuit intéressante vendredi dernier. Comment va Miranda? La salle est devenue silencieuse. On aurait pu entendre une épingle tomber, une plume atterrir, un pet de souris. Suzanne des opérations a physiquement reculé comme si j'avais déclenché une bombe. Patricia des RH est devenue très intéressée par son bloc-notes. Michael des finances avait l'air d'essayer de calculer la responsabilité légale de cette conversation. Gavin a ouvert la bouche, l'a refermée, a réessayé. Monsieur Holt, je ne suis pas sûr de ce que vous. Oh, je pense que vous savez exactement à quoi je fais référence, ai-je dit, gardant mon ton léger et conversationnel. La fête de l'entreprise à l'hôtel Belgrave Grand. Celle où vous avez été très généreux avec vos offrandes financières. J'ai sorti le billet d'$1 de la poche de ma veste, je l'ai déplié lentement et délibérément, et je l'ai fait glisser sur la table de conférence vers lui. Il a tourné légèrement sur le bois poli avant de s'arrêter directement devant son portefeuille. Je pense que ceci vous appartient. Gavin a fixé ce billet d'$1 comme s'il s'agissait d'une grenade dégoupillée. Le silence dans la pièce était si épais qu'on aurait pu le couper au couteau et le servir pour le dîner. J'ai vu diverses émotions traverser son visage, confusion, reconnaissance, horreur, panique, comme une machine à sous-atterrissant sur la pire combinaison possible. A-t-il commencé, mais sa voix s'est brisée. Laissez-moi vous aider, ai-je dit, me penchant en arrière dans ma chaise comme si j'avais tout le temps du monde. C'est le billet d'$1 que vous m'avez jeté, à moi, votre patron, propriétaire de cette entreprise et de sa société mère, tout en faisant une blague sur le fait de vous occuper de ma femme. Vous vous souvenez maintenant?
Patricia DRH a fait un bruit qui aurait pu être un hoquet ou le son de son âme quittant son corps. Suzanne a couvert sa bouche avec sa main. Michael a juste fixé Gavin comme s'il ne l'avait jamais vu auparavant. Monsieur Holt, je peux expliquer, a essayé de nouveau Gavin, sa voix désespérée maintenant. S'il vous plaît, ne le faites pas, ai-je interrompu. J'ai entendu assez d'explications pour toute une vie. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est la conduite professionnelle. Patricia, pouvez-vous aller chercher le dossier personnel de Gavin? Je pense que nous devons revoir cette section sur le comportement des employés et les valeurs de l'entreprise. Patricia est pratiquement sortie en courant de la pièce, probablement reconnaissante d'avoir une excuse pour s'échapper. Le reste d'entre nous est resté assis dans un silence inconfortable pendant que Gavin transpirait à travers son costume cher. Je pouvais voir les taches se former sous ses bras, regarder son col devenir humide, observer l'effondrement complet de sa façade confiante. Vous savez ce qui est drôle, Gavin, ai-je dit d'un ton conversationnel. Je vous aimais bien quand on vous a embauché. Je pensais que vous aviez du potentiel. Bonne référence, idée décente, sembliez être un joueur d'équipe. Je n'avais aucune idée que vous étiez le genre de type qui manquerait de respect à son patron et coucherait avec sa femme. C'est un mauvais jugement, Gavin. Vraiment un mauvais jugement. Je ne savais pas, a-t-il balbutié. Elle n'a jamais dit. Je pensais que vous étiez juste un. Un quoi, ai-je demandé, sincèrement curieux. Un moins que rien, un type qui ne comptait pas, un perdant de col bleu à qui on pouvait jeter $1 et en rire? Il n'a pas répondu, ce qui était une réponse suffisante. Patricia est revenue avec le dossier, me l'a tendu comme s'il était radioactif, et s'est assise rapidement. Je l'ai ouvert, j'ai feuilleté quelques pages pour l'effet dramatique, puis j'ai levé les yeux vers Gavin. Il est dit ici que les employés sont censés maintenir une conduite professionnelle pendant et en dehors des heures de travail, en particulier lorsqu'ils représentent l'entreprise lors de fonctions officielles. Diriez-vous que jeter de l'argent sur votre patron et faire des propositions à sa femme relève d'une conduite professionnelle? Je n'étais pas. C'était juste une blague. Je ne voulais pas, voici ce qui va se passer, ai-je dit, fermant le dossier avec un bruit sourd satisfaisant. Vous êtes viré. Avec effet immédiat. Comportement indigne d'un cadre. Vous pouvez vider votre bureau dans l'heure, escorté par la sécurité. Votre dernier chèque de paie sera envoyé à votre adresse enregistrée. Vos avantages prennent fin aujourd'hui, et si vous essayez de déposer une plainte pour licenciement abusif, mes avocats seront très heureux de discuter de votre relation avec ma femme et de votre utilisation abusive du temps et des ressources de l'entreprise au tribunal. Le visage de Gavin est passé du pâle au rouge, puis de nouveau au pâle. Vous ne pouvez pas. Ce n'est pas, je le peux absolument, et ça l'est absolument, ai-je dit. Patricia, pouvez-vous appeler la sécurité pour escorter Monsieur Cross à son bureau, puis hors des locaux? Je leur ai déjà envoyé un texto, a dit Patricia, sans lever les yeux de son téléphone. Ils seront là dans 2 minutes. Nous sommes restés assis là en silence, attendant l'arrivée de la sécurité. Gavin avait l'air de vouloir ramper dans un conduit de ventilation et mourir, ou peut-être de sortir en courant du bâtiment en hurlant, ou peut-être simplement de se dissoudre dans le sol. Je ne ressentais qu'une satisfaction froide, le genre de calme qui vient de l'action enfin prise après des jours de rage impuissante. La sécurité est arrivée, 2 types nommés Marcus et Jeff que j'avais embauchés spécifiquement parce qu'ils avaient l'air intimidants mais étaient en fait de gros nounours qui entraînaient le football des jeunes. Ils ont escorté Gavin dehors sans incident, bien que je sois presque sûr que Marcus l'ait accidentellement heurté contre un cadre de porte en sortant. La réunion s'est terminée peu de temps après, tout le monde ayant l'air sous le choc et évitant de me regarder. Je m'en fichais. Je suis retourné à mon bureau, j'ai pris un autre café et j'ai attendu les retombées. Elles sont arrivées 3 heures plus tard sous la forme d'un message vocal sur le téléphone de Miranda. Elle avait apparemment changé de numéro mais avait oublié de le mettre à jour auprès des gens, donc le message vocal a été transféré sur notre téléphone fixe, qui a ensuite été transféré sur mon téléphone, car la technologie est merveilleuse quand elle est de votre côté. La voix de Gavin est sortie du haut-parleur, aiguë et paniquée. Tu ne m'as pas dit que ton mari est le propriétaire de ma boîte. Tu as dit qu'il était juste un. Tu as dit qu'il construisait des grilles. Tu n'as pas mentionné qu'il possédait toute la satanée entreprise. Je viens de me faire virer, Miranda. Virer à cause de toi. Parce que tu n'as pas pris la peine de mentionner que ton mari signe mes chèques de paie. Il y en avait plus, mais j'ai arrêté d'écouter parce que j'étais trop occupé à rire. De la musique à mes oreilles.
La semaine entre le licenciement de Gavin et notre première date au tribunal a été une masterclass sur la façon de voir la vie soigneusement construite de quelqu'un s'effondrer en temps réel. Miranda a essayé de m'appeler environ 67 fois. Chaque appel allant directement sur la messagerie vocale parce que Jacques avait été très clair, pas de contact. Tout passe par les avocats. Protège-toi de faire quelque chose de stupide. Elle a laissé des messages allant de l'apologétique à la colère en passant par le désespoir, passant par des états émotionnels comme si elle essayait de trouver la bonne fréquence pour me faire céder. Nous devons parler. Tu es déraisonnable. Pense aux enfants. Comment as-tu pu me faire ça? Ce dernier était particulièrement riche venant d'une femme qui avait dépensé mon argent dans des chambres d'hôtel avec son petit ami. Elle a aussi essayé d'utiliser les enfants comme messagers, ce qui était à peu près aussi bas qu'on pouvait aller sans creuser un trou. Noah l'a immédiatement rembarré, lui disant d'arrêter de le mettre au milieu des problèmes d'adultes. Les jumeaux ont été moins diplomates. Marcus lui a dit qu'elle avait fait son lit et qu'elle pouvait maintenant y dormir, de préférence dans un hôtel puisque cela semblait être son endroit préféré. Maya lui a juste raccroché au nez après une leçon de 30 secondes sur la responsabilité personnelle. Hazel a pleuré, ce qui m'a brisé le cœur, mais même elle comprenait à un certain niveau que maman avait fait quelque chose de très mal et que papa n'était pas le méchant ici. Miranda a emménagé avec sa sœur Denise, qui vivait dans un condo à Green Hills et qui avait toujours pensé que je n'étais pas assez bien pour sa petite sœur. Denise avait une chambre d'amis, un sens de l'importance de mesurer et une habitude de vin qui pourrait financer un petit pays. J'imagine les deux en train de se plaindre des hommes et de boire du chardonnay tout en prétendant que Miranda était la victime dans tout ça. Cette image m'a soutenu dans plusieurs moments difficiles. Jacques me tenait au courant des manœuvres juridiques qui se déroulaient en coulisses. L'avocat de Miranda, un certain Robert Pemberton, qui se spécialisait apparemment dans les divorces conflictuels, ce qui est le jargon des avocats pour « je représente des gens horribles », essayait de me dépeindre comme contrôlant, financièrement abusif et émotionnellement distant. Il construisait un récit où Miranda était l'épouse négligée qui avait fait une erreur, et j'étais le mari tyrannique qui avait surréagi en l'enfermant dehors et en virant son petit ami. C'était de la fiction créative, je leur accorde ça. Ils vont essayer de te faire passer pour le méchant, m'a prévenu Jacques autour d'un café 3 jours avant notre date au tribunal. Ils diront que tu l'as humiliée publiquement, que tu as abusé de ton pouvoir en tant qu'employeur, que tu essaies de la punir au lieu de travailler sur le mariage. Le manuel standard pour quelqu'un qui s'est fait prendre en train de tricher. Qu'ils essaient, ai-je dit, me sentant calme d'une manière qui aurait probablement dû m'inquiéter. Nous avons 38 000 € de reçus qui disent le contraire. Oh, nous avons plus que ça maintenant, a dit Jacques, souriant comme un enfant qui vient de découvrir où ses parents ont caché les cadeaux de Noël. Clara a trouvé 3 autres comptes que Miranda a ouverts à son seul nom. Elle détourne de l'argent depuis plus d'1 an. Le préjudice total est proche de 65 000 €. J'ai senti ma pression artérielle monter. 65 000 €. 65 000 € de votre argent, utilisé pour financer une liaison, caché dans des comptes que vous n'auriez jamais dû trouver. Jacques a fait glisser un dossier sur la table. Relevé bancaire, registre de virement, tout documenté et notarié. Elle est cuite, Darren. Complètement cuite. Le jour de l'audience est arrivé avec toute la joie d'un traitement de canal. Je portais mon costume de tribunal, différent de mon costume d'enterrement, spécifiquement acheté pour les procédures judiciaires car apparemment j'avais besoin d'une catégorie de garde-robe pour les jours où votre femme essaie de vous voler devant un juge. Jacques m'a rejoint sur les marches du palais de justice, impeccable en bleu marine et portant une mallette qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. Souviens-toi, a-t-il dit alors que nous passions la sécurité, reste calme, réponds directement aux questions. Ne donne pas d'informations spontanément. Et pour l'amour de Dieu, ne les laisse pas t'appâter pour que tu perdes ton sang-froid. Je suis calme, ai-je dit, et je l'étais. J'avais dépassé la colère pour atteindre quelque chose de plus froid et de plus concentré. Je voulais la justice, la documentation et ma vie en retour. Dans cet ordre. La salle d'audience était plus petite que ce à quoi je m'attendais, plus comme une salle de conférence avec des lambris et des illusions de grandeur. La juge Catherine Morrison présidait, une femme d'une 60aine d'années avec des cheveux gris acier et le genre d'expression qui suggérait qu'elle avait entendu tous les mensonges que l'humanité pouvait produire et n'était impressionnée par aucun d'entre eux. Elle regardait les deux parties avec un scepticisme égal, ce que j'ai pris comme un bon signe. Miranda était assise de l'autre côté de la pièce avec Pemberton, portant une robe bleu marine conservatrice qui criait « Épouse responsable qui a été lésée ».
Elle s'était maquillée pour avoir l'air fatiguée mais courageuse, ayant probablement passé 1 heure à atteindre cette esthétique, je tiens à peine le coup. Elle ne me regardait pas, gardant les yeux sur son avocat ou sur la juge, jouant le rôle de la victime à la perfection. Pemberton a commencé fort, je lui accorde ça. Il a peint le portrait de Miranda comme l'épouse dévouée qui avait sacrifié ses propres ambitions de carrière pour soutenir mon entreprise, qui avait enduré des années de négligence émotionnelle pendant que je me concentrais sur le travail au lieu de notre mariage. Il a affirmé que j'étais vindicatif et contrôlant, que je l'avais humilié publiquement en changeant les serrures et en virant Gavin. Il a fait croire que j'étais une sorte de monstre qui avait détruit sa vie à cause d'un malentendu lors d'une fête de travail. Monsieur Holt refuse de communiquer, a dit Pemberton, gesticulant de manière dramatique comme s'il était dans une série judiciaire télévisée. Il a mis ma cliente à la porte de sa propre maison, lui a refusé l'accès aux fonds matrimoniaux et a utilisé sa position de pouvoir pour détruire la carrière d'un collègue simplement par dépit. C'est un homme qui valorise la vengeance plutôt que la réconciliation. La juge Morrison m'a regardé par-dessus ses lunettes. Monsieur Holt, souhaitez-vous répondre à ces allégations? Votre honneur, ai-je dit, gardant ma voix égale. J'aimerais aborder spécifiquement les accusations d'humiliation publique. Ma femme s'est humiliée elle-même lorsqu'elle a passé la nuit dans un hôtel avec un autre homme et est rentrée à la maison en portant sa veste avec un suçon sur le cou. Je ne l'ai pas humiliée publiquement. Elle l'a fait elle-même. J'ai juste fourni un meilleur éclairage en refusant de prétendre que tout allait bien. J'ai entendu un reniflement quelque part dans la galerie. Noah avait insisté pour venir, disant qu'il voulait voir maman obtenir ce qu'elle mérite, et je n'avais pas eu le cœur de lui dire non. Les lèvres de la juge Morrison ont légèrement tressailli comme si elle réprimait un sourire. Quant aux serrures, ai-je continué, je les ai changées après avoir découvert que ma femme avait dépensé notre argent dans des chambres d'hôtel et avait une liaison. Ce n'est pas vindicatif. C'est de l'autopréservation. Et concernant le licenciement de Monsieur Cross, il a été licencié pour conduite indigne d'un cadre, spécifiquement pour harcèlement sexuel de l'épouse de son employeur lors d'une fonction de l'entreprise. C'est une infraction passible de licenciement dans n'importe quelle organisation, votre honneur. C'est une grossière déformation, a commencé Pemberton, mais Jacques s'est levé avec un dossier de la mort. Si la cour le permet, a dit Jacques, doux comme du beurre, nous avons des documents qui contredisent directement le récit de Monsieur Pemberton. Puis-je m'approcher? La juge Morrison a hoché la tête, et Jacques s'est avancé avec des relevés bancaires imprimés, des reçus de cartes de crédit, des factures d'hôtel et des registres de virement. Il les a étalés comme un procureur présentant des preuves de meurtre. Chaque page, un clou de plus dans le cercueil de Miranda. La juge a commencé à lire, et j'ai vu son expression passer de neutre à sceptique à activement agacée. Madame Holt, a dit la juge Morrison, levant les yeux des papiers, pouvez-vous expliquer pourquoi vous avez débité 38 000 € sur le compte d'entreprise de votre mari sur une période de 6 mois, y compris plusieurs séjours à l'hôtel, des dîners coûteux et des virements à une LLC appartenant à Monsieur Gavin Cross? Miranda a ouvert la bouche, l'a refermée, a regardé son avocat avec panique. Pemberton a brassé ses papiers comme si la réponse pouvait se cacher quelque part dedans. Votre honneur, c'était des dépenses professionnelles légitimes liées au travail de ma cliente dans le marketing d'entreprise. À l'hôtel Belgrave Grand, 11 fois en 4 mois, les vendredis et samedis soirs? Le sourcil de la juge a grimpé vers sa racine des cheveux. C'est un modèle économique intéressant, maître. La salle d'audience est devenue très silencieuse. Je pouvais voir le récit de victime soigneusement construit de Miranda s'effondrer comme un château de sable à marée haute. Elle a essayé de parler, mais rien n'est sorti sauf un petit couinement qui aurait pu être le râle d'agonie de sa crédibilité. Puis la juge Morrison a posé la question qui a tout fait valoir la peine. Madame Holt, saviez-vous que Monsieur Gavin Cross était employé par une société appartenant à votre mari? Silence. Un silence de mort, absolu. Miranda fixait ses mains, la table, n'importe quoi sauf la juge ou moi. Son avocat avait l'air de vouloir être littéralement n'importe où ailleurs, peut-être en feu, éventuellement mort. Les secondes s'égrenaient, et son silence disait tout ce que les mots ne pouvaient pas. Je prends ça pour un oui, a dit la juge Morrison sèchement. Ou du moins, vous auriez dû le savoir, étant donné que vous aviez une liaison avec lui et utilisiez les fonds matrimoniaux pour soutenir ladite liaison. Pemberton a essayé de sauver quelque chose. Votre honneur, ma cliente a certainement fait des erreurs, mais elle mérite toujours une division équitable des actifs et une pension alimentaire. Maître, a interrompu la juge Morrison,
votre cliente a volé 65 000 € du patrimoine conjugal pour financer une liaison extra-conjugale. Elle ne sera pas récompensée pour ce comportement. Voici ma décision. Ce qui a suivi a été les 15 minutes les plus belles de ma vie. La juge Morrison m'a accordé la maison, pleine propriété, sans rachat requis. Elle m'a accordé l'entreprise, à la fois la division des fumoirs sur mesure et la filiale, libre de toute charge. Elle m'a accordé la garde légale complète des enfants, avec Miranda obtenant des visites supervisées jusqu'à ce qu'elle puisse démontrer un logement stable et une responsabilité financière. Elle a ordonné à Miranda de rembourser les 65 000 € qu'elle avait volés, plus les frais de justice et les dépens. Et quant aux biens que Madame Holt conservera, a dit la juge, regardant la liste des biens avec un amusement à peine dissimulé, elle gardera ses effets personnels, son équipement de yoga et, elle a fait une pause, plissant les yeux sur le papier, point une Toyota Corolla 2008 que Monsieur Holt indique qu'il prévoyait de donner à une œuvre de charité. Le rire de Noah a résonné dans la salle d'audience. Je n'ai même pas essayé de cacher mon sourire. Miranda avait l'air d'avoir été frappée par un manuel de droit. Son visage pâle et choqué, des larmes coulant sur son visage en rivière qui ruinait son maquillage soigneusement appliqué. Nous sommes sortis de ce palais de justice sous un soleil de décembre vif. Jacques m'a tapé dans le dos, parlant déjà des frais de dossier et des papiers de règlement. Noah m'a fait un high-five et a dit, « Papa, c'était mieux que n'importe quel film que j'ai jamais vu. » La justice l'est généralement, ai-je dit, me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. Mon téléphone a vibré. Un texto de Marcus. Maman pleure à tante Denise parce qu'elle doit conduire la Corolla. C'est le meilleur jour de tous les temps. Ouais, ça l'était vraiment. Les nouvelles voyagent vite dans une petite communauté d'affaires. Mais la nouvelle d'un type qui s'est fait payer $1 pour sa femme, puis qui les a légalement détruits tous les deux, elle et son petit ami, s'est répandue à Nashville comme une traînée de poudre dans une usine de feux d'artifice. J'ai réalisé pour la première fois que j'étais devenu une légende locale lorsque je me suis arrêté à ma station-service habituelle 3 jours après l'audience du tribunal et que le caissier, un gamin nommé Tyler qui grognait habituellement et prenait mon argent, a levé les yeux et a dit, « Yo, vous êtes le gars des fumoirs, celui qui a viré le petit ami de sa femme. » Mec, c'est épique. Je ne savais pas si je devais être flatté ou inquiet que mon implosion conjugale soit devenue un divertissement pour les employés de station-service de 19 ans. Ouais, c'est moi. Mec, tout le monde en parle. Mon manager a vu les documents du tribunal en ligne. Quelqu'un les a postés sur Facebook. La partie où la juge a donné à votre ex la Corolla que vous alliez donner à une œuvre de charité. De l'or en barre, mec. Statut de légende absolue. Il m'a tendu ma monnaie et m'ont reçu avec une sorte de révérence. Au fait, ma mère veut savoir si vous êtes célibataire. Elle est divorcée aussi. Elle adore le barbecue. Dites à votre mère que j'apprécie l'intérêt, mais je ne suis pas émotionnellement prêt à sortir avec quelqu'un qui aurait pu me donner naissance, ai-je dit, attrapant mon café et m'échappant avant que cette conversation ne devienne plus bizarre. Mais Tyler n'avait pas tort sur le fait que tout le monde en parlait. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner depuis des jours, avec des appels de personnes dont je n'avais pas entendu parler depuis des années, toutes voulant prendre des nouvelles, ce qui est le code pour « donne-moi tous les détails pour que je puisse en parler au travail demain ». Des copains de lycée à qui je n'avais pas parlé depuis la remise des diplômes étaient soudainement mes meilleurs amis. Des cousins dont j'avais oublié l'existence sont sortis du bois pour exprimer leur soutien. Même mon oncle Ray, qui vivait hors réseau dans le Montana depuis une décennie, en a somehow entendu parler et a envoyé un télégramme, un vrai putain de télégramme qui disait « Bien joué. Stop. » Le coût du billet $1 était de la poésie. Stop. L'histoire avait apparemment atteint le statut de mème dans certains cercles. Quelqu'un avait créé une fausse affiche de motivation avec mon visage et la légende « Respectez l'homme qui a de la graisse sur les mains. Il signe probablement votre chèque de paie. » Elle était partagée dans des groupes d'entreprises, des forums d'entrepreneurs et apparemment plusieurs fils Reddit dédiés aux histoires de vengeance épiques. J'étais à la fois mortifié et profondément amusé. Mais la vraie surprise est venue lorsque le téléphone de mon entreprise a commencé à sonner sans arrêt. Kelly a dû commencer à filtrer les appels car nous recevions tellement de demandes. Restaurants, amateurs de barbecue de jardin, maîtres du grill de compétition, même quelques assistants de célébrités appelant au nom de leur patron qui avaient entendu parler du gars de Nashville qui avait, rôti, sa femme. Tout le monde voulait un fumoir Old Custom. Non seulement parce que c'était des produits de qualité, ce qu'ils étaient, mais parce qu'ils voulaient soutenir le gars qui était devenu le héros populaire des maris lésés partout.
Darren, tu en as un autre, a dit Kelly, passant la tête dans mon atelier où je finissais un fumoir décalé sur mesure pour un client d'Atlanta. Un monsieur de Memphis veut un fumoir premium. Il a dit qu'il avait lu un article sur vous dans un blog d'affaires et qu'il respectait un homme qui gère ses problèmes avec classe et feu. Ses mots, pas les miens. Quel blog? Ai-je demandé, posant ma torche à souder. Elle a sorti son téléphone et m'a montré un article intitulé « Un entrepreneur du Tennessee transforme une trahison personnelle en boom commercial, une masterclass de vengeance professionnelle ». Il avait été publié 2 jours auparavant sur un petit site web d'affaires et était apparemment devenu viral dans les communautés du barbecue et des petites entreprises. L'article détaillait mon histoire avec une précision surprenante et se terminait par une citation d'un professeur d'économie disant que j'avais « démontré le pouvoir de maintenir des normes professionnelles et une dignité personnelle face à l'adversité ». On m'utilise comme étude de cas dans les écoles de commerce maintenant, ai-je demandé. Je ne sais pas si je devrais être fier ou horrifié. On dirait bien, a dit Kelly en souriant. Aussi, tu as 3 autres commandes de personnes qui ont spécifiquement mentionné l'article. Tes affaires ont littéralement triplé la semaine dernière. On va devoir embaucher plus de soudeurs. Elle avait raison. Dans les 10 jours suivant l'audience du tribunal, mon carnet de commandes était passé de 2 mois à 6 mois. Je recevais des demandes de fumoirs sur mesure de tout le sud-est, certaines personnes étant prêtes à attendre jusqu'à 1 an pour un fumoir all custom. L'ironie ne m'a pas échappé. Miranda avait toujours eu honte que je construise des fumoirs pour gagner ma vie, pensant que c'était trop, col bleu, pas assez sophistiqué. Maintenant, cette entreprise de col bleu gagnait plus d'argent que jamais, et j'étais présenté dans des publications d'affaires pendant qu'elle conduisait une Corolla 2008 avec un autocollant de pare-choc qui disait « Mon autre voiture est aussi décevante ». C'est là que l'inspiration a frappé. J'étais dans mon atelier à 2 heures du matin, mon heure traditionnelle de traitement émotionnel, quand j'ai réalisé que je pouvais transformer tout ce désastre en quelque chose de productif. Quelque chose qui honorerait les hommes et les femmes partout qui avaient été trahis mais avaient gardé leur dignité. Quelque chose avec un peu d'insolence et beaucoup de potentiel marketing. Le lendemain matin, j'ai appelé Noah dans mon bureau. Mon fils avait pris une année sabbatique avant l'école technique et travaillait pour moi à temps partiel, apprenant le métier et découvrant qu'il avait un vrai talent pour le marketing sur les réseaux sociaux. Il pouvait transformer une vidéo de 30 secondes de moi en train de souder de l'acier en une scène de film d'action. J'ai une idée, ai-je dit, sortant les croquis sur lesquels j'avais travaillé. Nouvelle gamme de produits. Fumoir premium, matériaux haut de gamme, caractéristiques personnalisées. Nous l'appellerons la série Loyauté. Noah a regardé les dessins, puis moi, et a commencé à sourire. Papa, c'est brillant. Qu'est-ce qui la différencie de ta gamme habituelle? Chacun est livré avec une gravure personnalisée, ai-je dit, lui montrant la maquette. Juste ici sur le panneau avant. Discret, mais visible. Ne vous y brûlez pas. Il a éclaté de rire. C'est sauvage. J'adore. On pourrait le commercialiser comme des fumoirs premium pour les gens qui apprécient la loyauté et la qualité. Jouer sur le thème « Les relations peuvent échouer, mais le bon artisanat dure éternellement ». Exactement. Et nous les vendons plus cher. Ce sont des pièces maîtresses pour les gens qui veulent que leur fumoir ait une personnalité. En une semaine, Noah avait créé toute une campagne marketing autour de la série Loyauté. Il a tourné des vidéos de moi construisant les fumoirs, parlant d'artisanat et d'intégrité, ne mentionnant jamais directement mon divorce, mais laissant le sous-entendu faire tout le travail. Il a créé un compte Instagram qui montrait le processus, les détails, les produits finis. Il a même réussi à faire en sorte qu'un de ses influenceurs, un pitmaster du Texas avec un demi-million d'abonnés, présente un de nos fumoirs et parle de la façon dont la qualité et la loyauté ne se démodent jamais. La série Loyauté a été épuisée avant même que nous ayons fini de construire le premier lot. Nous avions des précommandes pour 30 unités à 4 750 € chacune, les gens demandant spécifiquement la gravure, ne vous y brûlez pas. Noah gérait les réseaux sociaux, créait du contenu, répondait aux commentaires et était généralement meilleur en marketing que quiconque j'aurais pu embaucher. Les jumeaux, Marcus et Maya, avaient réagi au divorce à leur manière. Marcus avait commencé la boxe au gymnase local, canalisant sa colère dans quelque chose de productif. Il rentrait à la maison avec les articulations meurtries et un sourire, me disant que frapper des choses était thérapeutique et qu'il comprenait pourquoi j'aimais souder quand j'étais en colère. Il avait déjà eu 3 matchs amateurs et en avait remporté 2. Le gamin avait la détermination de sa mère et mon entêtement,
ce qui le rendait pratiquement inarrêtable. Maya s'était jetée dans l'activisme environnemental avec la ferveur de quelqu'un qui avait besoin d'une cause sur laquelle se concentrer en dehors du drame familial. Elle avait organisé un nettoyage de ruisseaux, lancé un programme de recyclage à l'école et faisait actuellement pression sur le conseil municipal pour des panneaux solaires sur les bâtiments publics. Elle m'a dit qu'au moins les problèmes de la planète ont des solutions, contrairement aux troubles de la personnalité de maman. Je ne l'ai pas corrigée car, honnêtement, elle n'avait pas tort. Hazel avait été la plus difficile. Ma petite fille de 12 ans avait toujours été sensible, le genre d'enfant qui pleurait pendant les publicités sur les chiots abandonnés. Le divorce l'a durement touchée, et je l'avais mise en thérapie avec le docteur Patricia Chen, une psychologue pour enfants spécialisée dans l'aide aux enfants pour naviguer dans la séparation parentale. C'était cher, mais voir ma fille lutter était pire que n'importe quel prix. La semaine dernière, Hazel est rentrée de thérapie et m'a trouvé dans l'atelier. Elle était montée sur mon établi, chose que je n'autorisais normalement pas pour des raisons de sécurité, et est restée assise là à me regarder travailler pendant quelques minutes. Dr Chen dit que je devrais te dire comment je me sens, a-t-elle finalement dit. J'ai posé mes outils et lui ai accordé toute mon attention. D'accord, comment te sens-tu? Triste que maman ait fait ce qu'elle a fait. En colère qu'elle ait brisé notre famille. Mais aussi, elle a fait une pause, choisissant ses mots avec soin. Fier de toi. Fier de moi. Ouais. Dr Chen dit que tu as très bien géré tout ça. Que tu es resté calme et que tu n'as pas dit de mauvaises choses sur maman même si tu aurais pu. Que tu nous as protégés et que tu ne nous as pas fait choisir un camp. Elle m'a regardé avec ses yeux sérieux qui la faisaient paraître plus âgée que 12 ans. Elle dit que tous les papas ne font pas ça. Elle dit que certains papas empirent les choses, mais pas toi. J'ai senti quelque chose se fissurer dans ma poitrine. Une pression que je ne savais pas que je retenais. J'ai essayé, ma chérie. Je suis désolé que tu aies dû traverser tout ça. Ce n'est pas ta faute, a dit fermement Hazel. C'est la faute de maman pour avoir fait de mauvais choix. Dr Chen dit que nous ne pouvons pas contrôler les choix des autres, mais nous pouvons contrôler comment nous réagissons. Et tu as très bien réagi. Très bien, ai-je corrigé automatiquement, puis je l'ai serré dans mes bras. Merci, ma puce. Ça compte beaucoup. Plus tard dans la nuit, après qu'Hazel soit allée se coucher, j'ai raconté la conversation à Noah. Il a souri et a dit, tu sais quoi? Dr Chen a raison sur le calme. Tu aurais pu péter un câble. Aurais pu faire quelque chose de stupide. Aurais pu tout aggraver, mais tu ne l'as pas fait. Ma chérie, ai-je dit, volant la phrase d'Hazel. Le calme est l'ingrédient secret de la vengeance. N'importe qui peut exploser. Il faut un vrai contrôle pour rester calme et laisser les idiots se détruire eux-mêmes. Noah a levé sa canette de coca en un toast. À la vengeance calme et à la série loyauté. À l'artisanat de qualité et à la connaissance de sa propre valeur, ai-je répliqué. Nous avons trinqué, et quelque part à Nashville, Miranda pleurait probablement à sa sœur sur l'injustice de la vie en conduisant une Corolla avec 290 000 km au compteur. La fumée se dissipait, le feu était stable, et la vie commençait enfin à ressembler à quelque chose sur quoi je pouvais construire. 6 mois plus tard, la vie s'était installée dans quelque chose qui ressemblait vraiment à vivre au lieu de simplement survivre. Le printemps était arrivé au Tennessee avec toute sa beauté odieuse. Les fleurs s'épanouissaient, les oiseaux chantaient, les températures étaient parfaites pour s'asseoir sur le porche et fumer de la viande tout en contemplant à quel point la vie peut changer radicalement quand on arrête enfin de tolérer la merde. Miranda travaillait dans une plus petite agence de marketing à Nashville, une firme boutique qui payait probablement la moitié de son ancien travail. Selon Noah, qui lui parlait encore occasionnellement parce qu'il était une meilleure personne que moi, elle se trouvait elle-même, ce que les gens d'âge moyen disent quand ils ont foiré leur vie et essaient de rebaptiser les conséquences en croissance personnelle. Elle avait déménagé de chez Denise pour un appartement d'une chambre dans un complexe qui annonçait une vie de luxe, mais qui signifiait en réalité qu'ils avaient une salle de sport que personne n'utilisait et une piscine qui était toujours légèrement verte. La Corolla fonctionnait toujours, d'une manière ou d'une autre, bien que Noah ait dit qu'elle faisait des bruits inquiétants qui suggéraient que ses jours étaient comptés. J'avais de la peine pour la voiture. Elle méritait mieux que d'être le châtiment de transport de Miranda. Gavin s'était apparemment enfui en Floride pour vendre des bateaux et se cacher de la honte d'être le type qui a jeté $1 sur son patron avant de coucher avec la femme du dit patron. Selon la chaîne de ragots d'affaires de Nashville, qui était plus fiable que CNN et plus vicieuse que TMZ,
il travaillait dans une marina à Tampa, vendant des bateaux de pêche à des retraités et mentant probablement sur sa carrière précédente. La rumeur voulait que son nouveau patron soit un type nommé Frank Morrison, qui se trouvait être mon cousin au second degré et connaissait toute l'histoire. Je n'ai ni confirmé ni nié cela, mais je n'ai pas non plus corrigé les gens quand ils en parlaient. Certaines choses sont mieux laissées au karma et aux liens familiaux. Mon entreprise prospérait d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. La série Loyauté était devenue notre produit phare, avec une liste d'attente qui s'étendait jusqu'à l'année prochaine. J'avais embauché 3 nouveaux soudeurs, agrandi l'atelier et même acheté la propriété voisine pour une croissance future. Il s'est avéré qu'être connu comme le gars qui a géré son divorce avec dignité et feu était excellent pour les affaires. Qui l'eût cru? Un soir de fin avril, j'étais assis sur mon porche avec une bière fraîche, regardant la fumée s'enrouler de mon fumoir personnel où une belle poitrine de bœuf atteignait la perfection. Noah est sorti et m'a rejoint, apportant sa propre bière parce qu'il avait 18 ans et je me suis dit que s'il était assez adulte pour voir le mariage de ses parents imploser, il était assez adulte pour une bière sur le porche avec son vieux. Papa, a dit Noah après quelques minutes de silence confortable. Tu as vraiment géré tout ça comme un pro. J'ai souri, regardant le coucher de soleil peindre le ciel dans des tons d'orange et de rose. Fils, parfois tu n'as pas à combattre le feu par le feu. Il suffit de laisser les idiots allumer l'allumette eux-mêmes et de se tenir assez loin pour profiter du spectacle sans se brûler. Ça va finir sur un t-shirt, a dit Noah en riant. Les étoiles ont commencé à apparaître. Le fumoir fonctionnait de manière stable. Et à l'intérieur de la maison, je pouvais entendre les jumeaux se disputer à propos de quelque chose d'insignifiant pendant que Hazel s'entraînait au piano. Ma maison était de nouveau remplie des sons de la vie réelle. Désordonnée, bruyante, imparfaite, mais réelle et honnête. Quant à ce billet d'$1, il était maintenant encadré dans mon bureau, suspendu juste au-dessus de mon bureau où je pouvais le voir chaque matin. Juste en dessous, sur une plaque de métal personnalisée que j'avais fabriquée moi-même, se trouvait la devise de mon entreprise, respecter l'homme qui a de la graisse sur les mains.